deuxième conférence du cycle de conférences L'architecture sort du bois. C'est un cycle de conférences qui est monté en partenariat entre FIBOis Île-de-France, l'interprofession francilienne de la filière forêt-bois, la Maison de l'architecture d'Île-de-France et l'UICB, l'Union des industriels de la construction bois. C'est la deuxième session de ce cycle de conférences qui en contient 6 et qui auront lieu tout au long de l'année 2025. On vous donnera bien sûr la date de la prochaine tout à l'heure. Voilà, moi je suis Catherine Desportes, je suis déléguée générale adjointe de FIBOis Île-de-France. Et donc effectivement, cette deuxième conférence va s'intéresser à la construction avec des essences, non mais très bien, avec des essences feuillues de nos forêts. Et la première session, c'était sur la compréhension des enjeux de nos forêts françaises et des ressources qui sont fournies par nos forêts françaises, avec voilà, les enjeux sur le changement climatique. Et c'était voilà, il y a un mois, et vous pouvez la regarder en replay sur le site de FIBOis Île-de-France et peut-être sur celui de la Maison de l'Architecture Île-de-France. Je vais laisser la parole à Stéphane, si tu veux. Oui, bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Donc on va attaquer la deuxième conférence de ce cycle 2, de cette saison 2 de l'architecture sort du bois. Je rappelle que la saison 1 est en ligne sur le site de la Maison de l'Architecture d'Île-de-France et de FIBOis Île-de-France. Vous trouverez 10 conférences qui déclinent tous les systèmes constructifs bois. Et pour démarrer cette seconde saison, on a voulu vraiment mettre en valeur le feuillu. Donc le feuillu, c'est tout ce qu'on appelle le feuillu, c'est le chêne, c'est le châtaignier, donc c'est les arbres avec des feuilles, contrairement aux résineux avec lesquels aujourd'hui on construit beaucoup, qui sont les arbres avec des épines, donc des pins, des douglas, du cèdre. Voilà, donc la forêt française, elle est composée de 67% de feuillus, donc la plus grosse ressource française, c'est du feuillu. C'est la première forêt européenne en termes de ressources en feuillus. On a beaucoup de chênes, notamment sur la forêt française, donc il y a un enjeu très important de valoriser ces essences dans la construction, qui est aujourd'hui dominée par le résineux. Il faut savoir que le feuillu, aujourd'hui, c'est moins de 17% du sillage, alors que c'est notre ressource principale. Donc l'enjeu de ces deux premières conférences, c'était de mettre en valeur ces essences feuillues et de pousser à la construction en feuillu et de démocratiser ces techniques de construction. À la fois, on va parler ce soir donc de la première transformation, on va expliquer ce que c'est que la première transformation, et de ce qu'il est possible aujourd'hui de faire en seconde transformation. Donc les invités qu'on a ce soir, c'est monsieur Jean-Denis Lanvin, qui est coordinateur recherche première transformation, spécialiste du feuillu, qui va venir nous parler du programme de recherche innovation de l'ADEME qui s'appelle Choc Feuillu, qui va nous présenter ce programme et donc les enjeux qui sont liés à la valorisation du feuillu, notamment en France. On aura également Maxime, donc sur la première transformation, on aura J'ai du bois avec Galilée Bernard Lameille qui viendra nous présenter des charpentes qui sont inspirées des techniques de Philibert Delorme, grand architecte du XVIe siècle, qui avait développé justement des solutions de charpente avec de la petite section, donc des petits morceaux de bois, assemblés les uns avec les autres, qui pouvaient avoir des grandes portées. On aura Maxime Castel de Manubois qui développe du lamellé collé de hêtre à partir de rejets, enfin, de bois de seconde qualité qui ne peuvent pas être utilisés en menuiserie ou en parquet, donc des essences de ce qu'on appelle des essences de seconde qualité qui sont valorisées en petits carrelets, qui sont collés les uns avec les autres pour faire des poteaux de très très grande qualité qui peuvent reprendre des bâtiments en béton. Et on aura également l'entreprise du Cerf qui développe du CLT de chêne, mais qui, au-delà de ça, est un des plus gros scieurs en France, installé en Bourgogne,
sur le chêne et qui nous parlera du coup de tout ce qu'on peut faire avec le chêne notamment, mais pas que. Et on aura l'agence Roda Architecte qui viendra nous présenter un projet développé à base de feuillus. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Moi, je vais poser les questions un peu dans la salle. On n'est pas beaucoup ce soir, mais allons-y. Je vais demander du coup à Monsieur Jean-Denis Lanvin de bien vouloir prendre la parole sur scène. Ouais, si vous voulez tous monter sur scène, les intervenants, vu qu'on n'est pas beaucoup. Ouais, il y a les micros. Il y a de l'eau qui a été mis là, si vous voulez, avec. Bonsoir à tous. Donc, Jean-Denis Lanvin, je travaille au FCBA, entre autres au laboratoire d'essai de Bordeaux. Et donc, grâce à vous ce soir, je vais pouvoir vous présenter un peu les prémices de notre étude Feuillu Choc. Donc, et tout d'abord, pour reprendre le liminaire de Stéphane, je vais refaire un peu le point de la situation. Donc, on a une très grande forêt en France. On utilise beaucoup les résineux pour faire le bois construction. Et on a malgré tout une très grande ressource forestière à base de feuillus. Donc pour satisfaire la demande, on va surtout utiliser donc, les résineux. On va faire aussi appel à l'importation, ce qui nous aggrave notre déficit de la balance commerciale française. Et on a tous en tête qu'en 2050, il va y avoir une neutralité carbone. Donc, ça va pouvoir favoriser l'émergence de produits à base de bois. Et donc, la demande va augmenter. Et pour la satisfaire, on a donné un peu la chance aux feuillus. Alors, le projet Feuillu Choc, en fait, va travailler sur deux pistes. J'aime bien le mot sortir du bois, donc on va essayer de sortir du bois des essences qu'on appelle dites secondaires, et on va aussi regarder un peu comment améliorer les process et la compétitivité des produits issus des feuillus dits principaux. Donc, on a tous l'exemple du chêne majestueux dans nos forêts. Donc le beau chêne qui pousse selon le régime colbertien, 160 ans, X mètres, une utilisation très forte, surtout de la bille de pied. Donc là, vous voyez dans le schéma, on va dire les premiers mètres du chêne, donc quasiment le tiers du bois, représente 85% de la valeur ajoutée de cette partie de bois. Donc, que faire des 66% qui restent et qui représentent aujourd'hui que quasiment 15% de valeur ajoutée. Donc, durant la conférence aujourd'hui, donc on aura notre collègue du CERF et aussi nos collègues de Manubois pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut mettre sur le marché en termes de produits techniques. Donc, pour information ou pour rappel d'information, donc la caractérisation des essences à utilisation structurelle, donc pour le bois construction charpente, on va dire. Donc, c'est des campagnes de qualification de la ressource qui ont commencé et qui ont donné déjà des premiers résultats vers les années 2009-2014 pour le chêne. On a continué avec le châtaignier et le hêtre. Donc, c'est des essences qui sont globalement bien caractérisées à un usage structurel principalement.
Et, on a toujours des freins à l'utilisation, puisque lorsqu'on veut mettre en place ces produits-là dans la construction, il y a toujours quelqu'un qui dit mais oui, mais qu'est-ce qui se passe si? Donc à travers le projet, on va pouvoir continuer des caractérisations un peu plus fines, donc le fluage des éléments porteurs, la résistance au feu de certains produits à base de feuillus, et de voir un peu comment la reprise hygroscopique s'évalue ou se modélise en fonction des conditions thermohydrométriques dans les bâtiments. Donc, le deuxième côté, c'est les feuillus secondaires. Donc, n'y voyez pas une connotation bestiale secondaire. C'est une appellation technique de l'ONF. C'est des essences qui existent et qui peuvent être présentes sur le territoire en assez grande quantité. Alors, le feuillu, aujourd'hui, sur les secondaires, bois d'œuvre, bois d'industrie, bois d'énergie, à peu près 5 millions de mètres cubes récoltés, mais pour mettre en bois d'œuvre, tirer en bois d'œuvre classique dans le process de fabrication d'aujourd'hui, à peu près 180 000 mètres cubes de bois rond pour avoir 40 000 mètres cubes de sciage. Donc rien du tout. Par rapport aux forêts existantes de feuillus secondaires, donc on pourrait facilement amener des sciages autour. Il y a une ressource mobilisable quasiment de 2 millions de mètres cubes, et en augmentant aussi les procédés de transformation, essayer d'amener des produits sur le marché qui pourraient être en complémentarité des produits issus de la filière résineuse. Donc le bois construction, pour nous, ça ne consiste pas qu'à regarder le côté structurel. Donc il y a l'aménagement, il y a les parements, les enveloppes et les pâtelages, bardages. Donc on va regarder un peu tout ça. Et aujourd'hui, on a pu fixer 5 essences sur lesquelles on souhaite mettre l'effort de caractérisation. Donc le charme, le chêne pubescent, le chêne rouge d'Amérique, l'érable et le robinier. C'est des essences qui présentent donc un volume nécessaire et suffisant. Certains ont déjà une sylviculture associée, et on essaye justement de faire un prélèvement national autour de ces 5 essences pour pouvoir vous donner les règles de tri et les règles d'usage vous permettant de les utiliser au mieux de vos constructions, bâtiments, etc. Et là, c'est la première campagne de sciage du charme. Des beaux arbres sur pied, avec donc l'inconvénient du charme que c'est un arbre cannelé. Mais c'est pas parce que je suis sur Bordeaux, mais c'est comme ça. Et on a pu donc avoir des quantités de sciage dans des dimensions très intéressantes pour le bois construction. Et également, on met en place une traçabilité pour être sûr que l'information forêt, sciage, qualité technologique, on puisse faire par méthode inverse qu'est-ce que pourrait donner la forêt française dans toute sa spécificité et sa diversité. Je vous remercie. Alors, est-ce que vous pourriez quand même nous parler du programme ADEME, donc avec l'innovation construction que vous avez remporté justement avec le partenariat avec Link City, avec WeWood, sur du coup en quoi consiste, si vous voulez, ce projet pilote et comment ça s'articule avec les partenaires avec lesquels vous répondez sur ce projet d'innovation pour l'ADEME. Remettre nos partenaires de l'étude. Donc, justement, aujourd'hui, cette forêt existe. Il faut la mettre en œuvre, la mettre en avant pour amener des produits commercialisés pour tous. Donc, autour du projet, donc,
autour de ces essences et caractérisations. Donc, il y a le centre technique des bois guyanais, puisque la Guyane a un potentiel non négligeable de feuillus. Donc, il faut qu'on ait ce niveau de connaissance égal. L'INCITY nous donne un peu ce qu'on va faire durant cet échange, c'est-à-dire qu'en fait, il a une expérience d'utilisation du feuillu dans les constructions qu'il mène. Donc, il essaye de voir pourquoi certains archis, certains aménageurs ou bailleurs utilisent du feuillu. Donc, on va faire un retour d'expérience à ce niveau-là avec eux. Effectis, donc je vous ai parlé de de résistance au feu. Donc aujourd'hui, le frein, c'est les règles incendie. Comment le bâtiment se comporte. Est-ce qu'il va être en capacité de résister 60 minutes, 1h20, etc. Donc on a à vérifier ces aspects-là. Également, le laboratoire de Cluny, l'ENSAM Cluny, le LaboMap, on travaille donc avec eux pour voir si, entre autres, ces 5 essences que je vous ai citées peuvent se dérouler et amener amener des plus pour pouvoir créer des contreplaqués techniques ou esthétiques à travers l'utilisation de ces essences. Aujourd'hui, on est toujours un peu focalisé dans ce domaine-là, peuplier, pin maritime, mais il y a également voir si ces 5 peuvent être déroulés, collés et utilisés ou aptes à la fabrication de contreplaqués. Voilà un peu le partenariat. Donc vraiment le projet, c'est on essaye de regarder comment on peut gagner en gain de productivité sur les feuillus, on va dire, basiques, maintenant traditionnels, et également de voir si on peut lancer des essences nouvelles sur ces marchés. Et moi, j'ai une question en termes de planning, parce que c'est de la recherche, enfin voilà, il y a vraiment de la recherche, des tests, j'imagine. Quelles sont les prévisions de planning sur ce projet-là? À quel moment il va y avoir des résultats à communiquer? Donc le projet se terminera en 2027. Donc là, on a déjà travaillé pendant 1 an justement pour faire les inventaires forestiers et de voir comment on peut prélever les bois et comment on peut lancer certaines manips pour augmenter les gains de productivité. Sur les 5 essences, on voudrait en 2027 pouvoir communiquer sur les règles de tri par méthode visuelle ou machine, puisque le LaboMap Cluny va travailler sur les mesures de pente de fil. Alors peut-être un peu trop abscon, mais pente de fil et puis nodosité, etc. De voir qu'est-ce que ces essences ont comme spécificité et de travailler avec. Donc 2027, rendez-vous 2027. Ok, pour être opérationnel avec vous. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce que vous mélangez les feuillus, est-ce qu'en seconde transformation, on peut mélanger un peu de charme, un peu de chêne, un peu de robinet, faire des contreplaqués avec ou autre chose? Est-ce que c'est une question, une vraie question? On commence à dérouler, on fait des contreplaqués mono-essence en fonction justement il ne faudrait pas qu'avec le déroulage, l'essence devienne trop friable. On ne sait pas sur ces 5 essences-là. Mais c'est vrai qu'on pourrait panacher multi-essences en fonction de l'obtention de certaines propriétés mécaniques à la fin. Ça, c'est clair qu'on devra le faire. Il faut travailler déjà unitairement essence par essence et après, on peut faire du multi-étage. Mais l'érable, si je ne m'abuse, c'est aussi le sycomore, non? Et oui. Il existe déjà des panneaux de sycomore, enfin, qui sont soit des CP, soit effectivement des plaquages de sycomore. Non, le travail sur l'angle de coupe, les vitesses,
s'appelle la conformation des troncs. Tout ça, ça va être pris en compte pour justement essayer de... Est-ce qu'il faut faire des plis de 3 mm? Est-ce qu'il faut faire des plis de 1 mm? Quel col, etc. Donc c'est ça, c'est ce travail qu'on va faire pour que les dérouleurs dans cette partie-là puissent utiliser éventuellement cette ressource-là si des fois une autre ressource plus traditionnelle n'est pas au rendez-vous pour qu'ils puissent fabriquer aussi au quotidien leurs produits. Donc j'ai en tête le peuplier. Le peuplier, à un certain moment, il est tellement en tension qu'il peut y avoir un moment où il peut y avoir une carence de bois ou un contournement dans les marchés, une orientation ailleurs du peuplier, et donc essayer de trouver ces essences qui permettraient de pallier ce manque de matières premières. Donc certes, peut-être ça a déjà existé, mais là on fait quand même une caractérisation structurelle des contreplaqués. Alors l'érable sycomore, je revérifierai pour voir si on peut l'utiliser mécaniquement parlant pour faire du calcul de structure, etc. par exemple. Oui, mais nous c'est bois construction. Hein, Très bien, merci. On va peut-être passer à la seconde intervention. Ça doit être G. Dubois, non? En première transformation. Non. Donc du CERF sur la seconde et la première aussi, transformation. À vous la parole. Donc on prend la suite. Donc, moi, Thibault Louvet, je suis ingénieur structure de formation et prescripteur pour le groupe du CERF. Et le but aujourd'hui, c'est de vous montrer un peu comment est-ce que l'on utilise le chêne dans sa globalité, les différentes débouchés qu'on en fait pour la structure et les problématiques un peu liées qu'on a déjà commencé à énoncer à l'usage de cette ressource dans la structure et en général. Pour présenter rapidement les différentes activités, on va parler de deux activités, donc la première transformation et la seconde transformation. Et donc toutes ces deux activités font partie du groupe du CERF. C'est une entreprise familiale qui fête cette année ses 140 ans et qui réalise un peu moins de 40 millions de chiffres d'affaires en France et à l'export, avec 160 collaborateurs sur nos différents sites. Si on présente dans un premier temps la première transformation, donc c'est la première étape de transformation, là où on va passer de la grume à des produits de sciage, donc des planches, des plots, de la charpente, différents produits massifs, donc la première transformation. Nous, sur nos deux sites de transformation, on transforme à peu près 40 000 mètres cubes de chêne, enfin de feuillus, 90% de chêne et 10% d'autres essences, un peu de hêtre, de frêne, enfin voilà, mais majoritairement du chêne. Sur ces sites, on a des lignes donc, on va dire, traditionnelles pour scier en planche les billons, les grumes, et après d'autres lignes un peu plus spécialisées pour faire des grandes longueurs, des grosses épaisseurs, enfin, voilà, pour se spécialiser et pouvoir traiter l'entièreté des grumes disponibles sur le territoire. Le but, c'est de produire des produits donc de menuiserie et après des pièces de charpente, par exemple. Voilà des produits assez massifs. Dans l'utilisation finale de ces produits, tout ce qui va être sciage des grumes en plot va être plutôt à destination des menuisiers pour faire de l'agencement ou enfin voilà, des produits plutôt d'agencement, d'esthétisme plutôt que de structure. Par contre, il y aura d'autres produits de cette première transformation. On voit au milieu les avivés qui vont plutôt se destiner à, par exemple, la fabrication de parquets ou de tonnellerie, enfin, voilà, des produits déjà un peu plus transformés. Et ensuite, des pièces de charpente. Donc là, voilà, pour faire de la charpente traditionnelle, on le voit ici avec une image du Puy du Fou, mais aussi récemment, par exemple, Notre-Dame, où on a contribué de façon assez importante à la reconstruction. Ça, c'est toutes les pièces donc, issues de première transformation, donc assez brutes dans leur élaboration. Dans le groupe, donc on possède aussi des industries de seconde transformation. Donc on va reprendre les produits, donc soit qui n'ont pas été vendus, soit des coproduits qui n'avaient pas de
de débouchés en première transformation pour continuer leur transformation, leur apporter de la valeur ajoutée dans d'autres systèmes constructifs. On possède donc deux sites de seconde transformation où on va surtout réaliser donc de l'aboutage et du panotage, c'est-à-dire que les pièces de bois, notamment trop petites, pas assez longues ou qui avaient trop de défauts, donc on a dû purger, qu'on a dû rendre un peu plus homogènes, on va les réassembler, les panoter pour en faire d'autres produits, notamment de structures. On va réaliser ici donc des panneaux et des carrelets. Donc en empilant ces lames aboutées, on va pouvoir reproduire des produits donc en épaisseur et en largeur, et notamment des carrelets à des usages de menuiserie, par exemple pour les portes, pour les fenêtres, ce qui est le principal débouché pour nous en seconde transformation. On va aussi produire du panneau donc massif, mais aussi du panneau avec plusieurs plis ou du panneau donc patchou, dont on vient abouter des lames pour refaire du panneau avec des petites longueurs, des petites sections. Et aussi toute une gamme, cette fois-ci, on va dire extérieure, où on va venir profiler ces lames pour en faire des produits de bardage, de terrasse, par exemple. Donc là, on a vu comment est-ce que l'on traitait les bonnes qualités, les bois issus d'une industrie traditionnelle. Par contre, on cherche aussi, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, à voir comment est-ce qu'on peut utiliser de la meilleure façon l'entièreté de l'arbre, ce qui avant n'était pas utilisé, les coproduits. Voilà, comment est-ce qu'au sein du groupe, on cherche à valoriser l'entièreté des bois. Et c'est là qu'on retombe principalement dans le structurel. On en a parlé précédemment. Dans l'arbre, les bonnes qualités, les meilleures qualités, donc dans la partie basse de l'arbre, la A et B, c'est des produits qui ont déjà des débouchés, qui ont déjà de la valeur ajoutée et qui trouvent déjà preneurs dans la tonnellerie, dans la parqueterie, dans la menuiserie. Par contre, tout ce qui va être sur la partie haute de l'arbre, c'est le bois énergie. C'est du bois qui avant trouvait peu de débouchés et que l'on souhaitait valoriser pour avoir vraiment une utilisation efficiente de la matière. C'est là qu'intervient donc Batichen, le fait de créer des panneaux CLT pour la structure. C'est des panneaux qui utilisent, donc on l'a vu, uniquement le haut de l'arbre, le bois qu'on va qualifier de qualité secondaire. Donc encore, il n'y a pas de côté péjoratif au secondaire, c'est surtout le fait que c'est un bois qui avant était peu utilisé parce que trop noueux, trop flexueux et donc compliqué à transformer ou pour trouver des débouchés économiquement intéressants et utiliser cette matière. On voit que le bois, c'est un gisement qui est largement présent, on en a parlé notamment en qualité secondaire. Par contre, c'est un bois avec des formes assez particulières, c'est-à-dire qu'on va tirer très peu de rendement lors de son exploitation. Pour avoir des grandes longueurs dans un bois flexueux, c'est compliqué. Donc on va se rapprocher de petites longueurs. C'est une des premières problématiques, le fait de devoir traiter des petits morceaux, donc de faible longueur. C'est aussi un bois qui a pas mal de singularités, c'est-à-dire qu'on va devoir purger ces singularités, ce qui fait qu'on va encore réduire les longueurs. Donc on va se retrouver avec beaucoup de petits morceaux, ce qui complexifie le processus de fabrication. Donc le défaut de forme, le fait qu'il y ait quelques défauts. Et ensuite, le fait aussi que pour le feuillu, de façon générale, le contexte normatif est peu porteur ou alors il reste à développer et à faire avancer. On le voit là notamment pour classer du bois en structure. Le principal usage, la principale façon de faire, c'est d'utiliser donc des critères visuels qui sont assez sécuritaires et qui vont déclasser une grande partie des bois. On le voyait sur une étude doctorale qui avait été faite en 2017, sur un même lot de bois, là où on rejetait presque 70% des bois avec des critères visuels. Lorsque l'on les emmène vraiment à la rupture et qu'on les teste, on voit que c'était presque 90% de ces bois qui en fait auraient pu être utilisés en structure. Donc on a un frein normatif et un frein technologique qui fait que pour l'instant, les sillages étaient assez mal valorisés, on perdait de la matière qui pouvait être très bonne en structure. Donc au sein du groupe, le but c'est de développer ces contextes technologiques et normatifs pour faire avancer la filière et utiliser le plus possible de matière. Ça passe par du développement, on va dire, mécanique, industriel, technologique pour venir mieux caractériser ces bois. On en a parlé précédemment, le fait de développer des scanners pour analyser de façon plus performante les bois.
On voit ici l'utilisation de scanners et d'intelligence artificielle, de machine learning pour utiliser vraiment toute la matière possible. Et on voit que les résultats ils sont assez probants. Là où on avait à peine la moitié des bois qui étaient utilisés, lorsqu'on va utiliser du classement machine, on va arriver à 80% de bois utilisables, alors qu'en théorie, il y en aurait 90. Mais on voit que le delta entre la quantité de bois utilisée auparavant et ensuite avec l'utilisation de scanners, elle est bien meilleure. Et le but aussi, c'est de faire avancer le contexte normatif. Pour l'instant, quand on se base pour des règles de calcul, pour des règles d'utilisation, on se base sur des règles qui sont historiquement basées sur le feuillu, sur le résineux justement, et qui sont souvent peu adaptées aux singularités des bois feuillus. Donc le but, c'est de faire développer ce contexte au travers de grandes campagnes de tests, de caractérisation, de casse. Voilà, on cherche aussi à être assez présent dans ces campagnes pour faire avancer cette filière de construction et de structure en feuillu. Donc, dans ce contexte-là de développement, la société qui commercialise le bâti-chêne, donc le CLT en chêne, c'est une société qui a été imaginée, pensée il y a un sacré nombre d'années, plus de 10 ans, en 2012, pour trouver des valorisations à ces bois, et qui a vu le jour sur le point commercial seulement en 2023. Donc voilà, il y a plus de 10 ans de recherche, de caractérisation pour arriver à mettre sur le marché un produit de structure qui répondent à toutes les attentes des constructeurs, des assurances. Donc c'est aujourd'hui le cas, donc au travers de Bâti-Chêne, qui est couvert par une enquête de techniques nouvelles. Donc là aussi, quand on parle d'innovation dans le monde de la construction, c'est souvent assez compliqué pour trouver les documents assurantiels qui permettent de mettre le produit sur le marché. Donc nous, c'est une enquête de techniques nouvelles avec le bureau de contrôle Alpes Contrôle qui nous suit sur le projet. Le but étant, pendant 3 ans, d'avoir du retour d'expérience pour après tendre vers des avis techniques et avoir un usage plus simple et plus global de ce produit dans la construction. Sur ces panneaux de CLT, le but c'est d'avoir des panneaux de grande dimension. Donc là, on est sur 6 mètres de long et 3,30 mètres de haut au maximum, ou inversement, 6 mètres de haut et 3,30 mètres de large. On peut jouer sur les sens de portée, avec 2 épaisseurs possibles, donc des 3 plis et des 5 plis, donc entre 62 mm et un peu plus de 104 mm d'épaisseur. Et pour l'instant, l'essence est entièrement en chêne. Il y avait une question précédemment sur le panachage d'essence. C'est aussi des choses qui peuvent être possibles où on peut se questionner sur l'usage de différentes essences lorsqu'on vient reconstituer des plis. C'est des pistes d'utilisation des essences et de la ressource feuillue en général. Sur les avantages énoncés, le but de l'utilisation du feuillu et du chêne en particulier, c'est de garder le côté esthétique visible. C'est vraiment d'avoir des panneaux de structure qui font la finition visible, en créant donc des atmosphères et des conditions architecturales et ambiantes différentes de ce qui existait auparavant. Les caractéristiques mécaniques, là aussi des bois feuillus, souvent c'est des bois plus denses, où il y a donc des impacts mécaniques à faire valoir, et c'est là où ces panneaux-là et l'usage des feuilles dans la construction doivent utiliser toutes leurs caractéristiques et les faire valoir dans les projets. Le fait que le bois et le chêne, ça soit des fortes densités, ça va aussi impacter énormément tout ce qui va être stockage carbone, par exemple, et le bilan des projets. Quand on regarde vraiment de façon comptable au niveau du carbone stocké dans le bois, plus le bois il est dense, plus la capacité de stockage est grande. Donc là où, en augmentant entre par exemple, du résineux et des feuilles, on va dire 60% la masse volumique, on augmente ce 60% également le stockage de carbone dans un même volume de bois. Donc c'est aussi des intérêts des essences plus denses. Et le but, nous, en valorisant donc une ressource qui est assez locale, le rayon d'approvisionnement, c'est à peu près 150 km autour de la scierie. On le transforme sur place. Le but, c'est d'utiliser que de la matière qui sera utile au projet. Donc c'est vraiment une production qui sera sur mesure. Il n'y a pas de standard de fabrication sur nos panneaux. On produit vraiment en fonction du calpinage du projet pour ne pas vendre de chute et avoir vraiment une utilisation efficiente. Sur les domaines d'emploi, c'est assez varié. Il n'y a pas énormément de restrictions sur ces plans-là, que ce soit donc en habitation, première et deuxième famille, après tous les types d'ERP, et après des bureaux, des surélévations, des extensions.
voilà, c'est assez vague dans le domaine d'application. Les seules limites actuelles du fait d'apporter un produit innovant qui n'a pas forcément de retour, un grand nombre d'années de retour d'expérience, on va être limité dans la hauteur. Pour l'instant, c'est donc 3 étages et ou 18 mètres. Et aussi au niveau de l'usage dans les locaux à forte hydrométrie, pour l'instant, ça ne peut pas être prescrit. C'est uniquement les faibles et moyennes hydrométries. Ce qui limite, par exemple, un usage dans une piscine ou dans une cuisine industrielle. Enfin, voilà. Mais ça reste il reste pas mal de champs possibles. Là, on parlait de l'usage du bois, notamment des petites sections. Le but, donc, dans le bois de qualité secondaire, on a des petites longueurs qu'on va venir réabouter pour créer des grandes barres, puis les panneauter pour créer des panneaux, et ensuite empiler les panneaux dans une machine pour venir les coller et créer des panneaux CLT de très grande dimension. Là, quelques photos de réalisation. Ici, c'était une rénovation d'un lycée en Saône-et-Loire avec l'architecte Olivier Le Gallet, où on venait recréer donc, des déambulations et des salles de classe dans un lycée technique lycée technique, c'est de mécanique et carrosserie. Donc, on le voit, même les ateliers sont faits en CLT. Et ce qui est assez rigolo, c'est que même si donc, toute la journée, il y a des étudiants qui viennent taper sur de la tôle ou utiliser des machines bruyantes, dans les salles de classe qui sont à côté, l'environnement acoustique il est très bon, et c'était ça qui était assez probant sur ce projet. Et ça démontre aussi que ce n'est pas forcément un usage premium du chêne. On a souvent cette image-là. Là, c'est dans un lycée technique où voilà, on peut l'utiliser dans tout type de projet. Et une autre réalisation avec Ludovic Forest, donc aussi en Saône-et-Loire, sur une maison individuelle où là, c'était des usages à la fois en plancher et en mur. Donc, on a vu comment le groupe du CERF transformait de façon traditionnelle la ressource, comment il cherchait aussi à le développer, l'usage du bois de qualité secondaire. Et là, pour finir, on peut aussi voir comment on cherche à valoriser de façon générale l'ensemble des essences feuillues, des essences secondaires dans différents types d'usages, notamment sur les gammes extérieures. Dans essence secondaire ou pas, mais le feuillu présent localement. Donc on traite donc du chêne évidemment, mais après aussi tout ce qui va être hêtre, le frêne et du peuplier, avec des traitements haute température. Donc là encore, c'est pour être assez synthétique sur le procédé de transformation, c'est uniquement de la chaleur et de la vapeur d'eau. Il n'y a pas du tout d'ajout de produits chimiques qui vont venir transformer les composants chimiques du bois pour le rendre plus durable, et notamment pour des usages en extérieur. Donc c'est vraiment un procédé que l'on fait aussi localement, sans ajout de produits chimiques, pour des essences qui n'étaient pas ou peu ou moins durables précédemment. Donc quelques réalisations de ces bardages, que ça soit donc du peuplier, après en tasseau et différents profilés, du frêne, du hêtre, il me semble, après des usages en intérieur par exemple, ou encore du peuplier ici sur ce projet. Donc en bardage et en terrasse. Voilà, c'était pour montrer un peu l'ensemble des possibilités sur l'usage du feuillu dans la structure, que ça soit donc de façon traditionnelle, les charpentes, les images qu'on en a du feuillu un peu de façon traditionnelle, mais aussi après l'usage des qualités secondaires et toutes les essences dans leur entièreté. Et après, toutes les ressources documentaires ou normatives, enfin, voilà, les fichiers FDES qui a trait à tous ces projets sont téléchargeables et retrouvables sur notre site. Merci beaucoup. Vous êtes passé très vite sur le sujet des coûts. Oui. Est-ce que vous pouvez quand même nous donner, on imagine que c'est plus cher que du CLT avec du résineux, c'est quoi l'ordre de coûts supplémentaires sur un produit en chaîne comme ça? L'ordre de coût sur les CLT, on va dire sur la fourniture, on va être à peu près au double de prix. Là où un panneau CLT était à 100 €, nous on sera à 200. Ok. Et après, par contre, sur la pose, ça sera les mêmes ordres de prix, une centaine d'euros pour le prix posé. Donc Ok. là, c'est vraiment sur le produit si on le prend seul. Par contre, dans les projets qui ont été faits, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que quand on prend de façon plus globale le fait que ce soit un rendu esthétique, il n'y aura pas de travail de finition, il n'y aura pas forcément de doublage, de secondes œuvres,
d'un chantier qui sera plus court, on voit que la marge et le coût global, il réduit et on peut se rapprocher en étant toujours plus cher qu'une solution traditionnelle. Bien On sûr. peut se rapprocher. Et pardon, j'ai pas compris, vous avez peut-être précisé, mais du fait de l'essence chêne qui est plus dense, on a un produit CLT qui peut être plus mince. Alors, on peut être plus mince. Alors, en mur, c'est moins probant, parce qu'on va avoir les bois vont être classés, on va avoir les mêmes résistances mécaniques. Par contre, là où la différence est la plus probante, c'est en plancher. Là où le chêne il est extrêmement rigide, les liaisons entre chaque pli le sont aussi. Donc, au niveau des déformations, on voit qu'il va y avoir moins de déformations. Donc, c'est souvent ce qui dimensionne les planchers. Donc, on peut potentiellement avoir des complexes plus fins et voilà, des plus petites épaisseurs. Mais juste pour revenir sur la question des coûts, là, dans le cas du lycée, c'était un projet qui, avant, avait été fait en solution traditionnelle, des moellons béton et des doublages placo, et avoir une solution visible, enfin, où c'est vraiment le choix de l'architecte tout visible, c'était dans les mêmes prix, et voilà, il n'y avait pas eu de surcoût sur ce projet, par exemple. Ok. D'accord. Oui, oui. Est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup pour cet exposé. Je me demandais si la limitation à 18 mètres était une limitation due à une résistance mécanique moins forte que les CLT résineux, ou Non. si c'était juste les avis techniques actuels qui vous limitaient. C'est une question, c'est purement des statistiques assurantielles. C'est pour l'instant, de la même façon qu'on ne peut pas être support d'étanchéité en toiture, on se rend compte que dans tous les projets qui sont faits, le nombre de sinistres, ils sont plutôt sur ces points-là, quand on monte en hauteur, quand on est support d'étanchéité. Et donc, quand on développe une solution innovante, dans les premières phases, dans les premières années, on vient brider un peu le domaine d'emploi pour pouvoir éviter le plus les sinistres. Et voilà, vu que là, c'est un bureau de contrôle qui nous accompagne et qui atteste un peu de l'usage, on bride. On va dire c'est juste une question de statistiques sur le nombre de sinistres de façon générale. Voilà, on préfère avoir du retour d'expérience sur l'utilisation de ce panneau avant d'ouvrir aux domaines qui sont qui sont statistiquement les plus problématiques en termes de sinistres. D'accord. Mais c'est pas du tout une question de structure de résistance mécanique. Non. Okay. Et je voyais dans votre plaquette qu'il y avait de l'incompatibilité avec certains métaux. Oui. Je me demandais si c'était lié à l'essence, au tanin ou des choses comme ça. Ouais, oui, ça c'est lié à l'essence. Oui, c'est les tests qui sont faits de compatibilité entre les métaux et les essences. Et ça, c'est pour le coup lié à l'utilisation du chêne et peut-être d'autres essences. C'est un tableau qui apparaît aussi dans d'autres essences tanniques, par exemple. Okay. Le Douglas, notamment. Merci. Peut-être pour préciser des choses, parce que donc, un résineux, en général, en termes de densité, on va être à 450 kg du mètre cube, en général, sur du chêne. Bon, après, ça dépend des essences, mais on est plutôt sur du 600 kg par mètre cube, voire 650. Plus, ouais, même 700, nous, on est plutôt à 740 là, dans les... Voilà, donc en termes de densité de matière, c'est important d'avoir ça en tête. Et du coup, ce n'est pas les mêmes outils du tout qu'on utilise pour tailler ou pour scier ou pour découper du chêne, et même que pour le résineux. Hein, c'est des disques beaucoup plus performants. On avait eu ce débat-là lors de la première conférence sur les machines qui doivent porter des pièces beaucoup plus lourdes qu'en résineux, qui ont du coup des scies qui s'usent plus vite aussi, qu'il faut changer souvent, plus souvent. Donc ça, c'était, voilà, on passe pas du résineux au feuillu. Une usine, par exemple, qui fait du lamellé-collé, ne passe pas du résineux au feuillu comme ça. Et l'autre chose, c'était sur la notion de qualité visuelle. C'est important de comprendre cette notion-là, c'est-à-dire que dès qu'on est sur des résineux, le résineux, c'est des bois, on va dire, qui sont assez homogènes, avec des fils. C'est des bois assez simples, en fait. Hein. Dans l'histoire de la planète, les premiers arbres qui sont apparus, ce sont les résineux. C'était des espèces d'herbes donc, qui poussent tout droit. Il n'y a pas beaucoup de branches, donc il n'y a pas beaucoup d'efforts. C'est des arbres assez simples. Et ensuite, le feuillu est apparu sur la planète. Donc c'est un arbre beaucoup plus complexe, avec des branches qui prend le vent, donc il va travailler en traction, en compression, etc. Donc c'est des arbres beaucoup plus compliqués. Et aujourd'hui, on a du mal du coup à les qualifier quand on prend une grume, et surtout quand on va dans le haut de l'arbre, du houppier.
Du coup, on a des bois tordus, etc. Donc aujourd'hui, le classement, on fait des classements visuels pour dire ce bois-là, il va être D18, il va être je sais pas quoi, D30, etc. Donc il faut savoir qu'en classification mécanique, le feuillu, il est classé en D. Le résineux, il est classé en C, sauf certaines essences feuillues, comme le châtaignier, qui va avoir un classement mécanique comme le châtaignier. Et du coup, aujourd'hui, un des gros enjeux, c'est de développer des machines qui sont capables, comme le disait Thibaut, d'avoir qui peuvent classer les feuillus de manière beaucoup plus précise que seulement une classification visuelle. Donc il y a des scanners, il y a les lasers, il y a différents systèmes qui sont développés autour de ça. Mais c'est vrai que c'est un gros sujet pour pouvoir classer les bois. C'est beaucoup plus compliqué que le résineux. Et l'autre chose, souvent, c'est aussi que le feuillu, il a des classes de résistance mécanique, mais on va le voir avec Maxime juste après, beaucoup plus élevées que le résineux. Voilà. Peut-être une remarque, une dernière remarque, et puis après on passe à Maxime. Merci. Ouais, juste pour compléter le propos là que tu as, comme il y a deux choses qui n'ont pas été dites, c'est par rapport au changement climatique qu'on évoquait, on voit aussi que le feuillu s'adapte quand même mieux. Et donc, au-delà de la ressource, qui est celle qu'on parle aujourd'hui, il y a aussi l'avenir. Et donc, ça, c'est un vrai enjeu. Et sur la question du prix, on évoquait un facteur 2, je pense on peut aller de 2 à 3 à des services rendus équivalents. Mais tout ce que tu disais là sur le classement efficient de la matière, etc., le but, c'est qu'on réduise on s'industrialise, on est beaucoup aidé par les pouvoirs publics, globalement la filière feuillue, et le but, c'est qu'on aille à réduire cet écart, même si, pour sûr, on n'arrivera pas à 1 pour 1 parce que la matière est beaucoup plus complexe, mais c'est que en poussant tout ça, on essaie aussi d'être plus compétitif. Donc, Monsieur Chastaignet de Ducerf, responsable, directeur technique de Ducerf, qui a pris la parole. Donc, Maxime, c'est Maxime maintenant. La prochaine présentation, c'est Manu Bois. Et il reste 3 interventions et vous avez chacun 20 minutes. Je compte le temps. Bonjour à tous, donc, je suis Maxime Castel, je suis en charge de la prescription chez Manu Bois, et donc 20 minutes, donc je vais aller rapidement sur la présentation, d'autant que l'introduction a bien été faite par Ducerf, dans le sens où on est un petit peu les homologues de Ducerf dans le domaine du hêtre. Donc Manu Bois, c'est une des 5 entreprises du groupe Lefebvre. Nous sommes situés en Seine-Maritime, et voici le site vue du ciel. Sur le même site, aux grandes ventes, nous avons la scierie Lefebvre et Manu Bois. Donc pour faire simple, on rentre des grumes d'un côté et il sort des produits finis de l'autre chez Manu Bois, avec tous les intermédiaires également. Donc 2 lignes de sciage sur la photo de gauche. En bas à droite, on a les 2 lignes de sciage. Au milieu, les séchoirs. Et en haut à gauche, Manu Bois avec tous ses ateliers. À savoir qu'on n'a pas de parc à grumes puisqu'on alimente tout en direct depuis la forêt. La forêt, justement, nous, on a une spécificité, c'est que notre principal fournisseur, c'est l'ONF, via un contrat d'approvisionnement. C'est-à-dire que les bois viennent des forêts d'État, donc gérées par l'ONF. Une partie est exploitée par nos équipes, mais on va dire 90% du bois qui vient des forêts d'État dans un approvisionnement d'à peu près 80 km. Donc, comme je disais, c'est nos propres camions, notre propre entreprise de transport qui apporte les grumes à la scierie en continu, à peu près toutes les heures, pour être dispatchés sur 2 lignes de sciage, une façon de scier relativement simple comparé à ce qui peut se faire dans le résineux. On scie aller-retour, on fait des planches qu'on envoie dans des séchoirs, à savoir que le feuillu, notamment le hêtre, met beaucoup plus de temps que le résineux à sécher. Quand le résineux, c'est 4 jours, nous, c'est plutôt 40 jours, donc quasiment x10, ce qui nous impose d'avoir des capacités de séchage très importantes. Séchoirs qui font également étuves pour le hêtre, des étuves qu'on alimente en eau avec on est autonome en eau avec la récupération des eaux de pluie et autonome en chaleur via une chaudière biomasse. Une fois que les planches sont séchées, elles sont triées par qualité. Une partie, essentiellement les belles qualités, sont vendues sur le marché, à savoir essentiellement en Asie et au Maghreb, là où ils font des meubles encore.
Et les plus basses qualités, ça c'est la spécialité de Manubois, de les transformer. Donc un petit peu comme du cerf fait, on récupère les bois avec des nœuds, des fentes, des gerces, tout plein de défauts qu'on va purger, qu'on va scier avec l'aide de scanners et d'intelligence artificielle pour faire ça de façon la plus efficace possible et la plus automatisée possible. Une fois qu'on a purgé les planches de tous leurs défauts, on obtient des petits éléments. Donc si c'est pour faire un pied de chaise, on n'a pas besoin de le recoller, on l'utilise directement. Mais si c'est pour faire un bâti de porte ou du lamellé-collé structurel, là il va falloir le réabouter et le recoller. Là, ici vous avez la ligne d'aboutage, on fait des barres et ensuite on les recolle en carrelé ou en panneau ou avec une presse pour laquelle, enfin, on a investi sur une presse pour le bois de construction depuis maintenant 4 ans. Donc la presse que voici. On a également un atelier d'usinage, un atelier de peinture. Donc là, on voit des petits éléments, c'est les pieds de chaise, mais on peut également passer des choses un petit peu plus longues tant qu'elles ne sont pas trop épaisses. Voilà en gros les marchés traditionnels du hêtre avant qu'on se lance dans le lamellé-collé structurel depuis maintenant 4 ans. Il y a un élément dont je ne vous ai pas parlé, c'est les bûches de hêtre compressées. Vous allez me dire, on s'en fiche, notamment que ce n'est pas la période. Mais en fait, si, c'est assez important à comprendre, parce qu'en fait, c'est plus coûteux de transformer des planches avec des défauts. Donc si l'objectif, c'est de faire du bois de construction avec de la matière peu coûteuse, en fait, la transformation rend les choses encore plus coûteuses. Si on ne valorise pas les copeaux, tous les jours, on a des silos comme ça qui se remplissent, et si on n'en fait pas des produits à haute valeur ajoutée comme les bûches de bois compressées, c'est même pas la peine d'essayer d'imaginer de transformer des planches ou des bois de seconde qualité. Il faut vraiment réussir à mieux valoriser tout, parce que forcément, plus les planches sont de mauvaise qualité, qu'il y a des défauts, plus il y a de chute, plus il y a de rabotage, plus il y a de sueur. Petit élément important à avoir en tête, tout valoriser. Petit rappel, effectivement, le hêtre, c'est la deuxième essence en France en volume de bois sur pied, après le chêne. Donc, loin derrière le chêne, mais quand même devant toutes les autres essences. Mais par contre, c'est la seule essence qui soit réellement disponible en quantité, en bonne densité, tout de suite, aujourd'hui, mais qui n'est pas réellement exploitée. Toutes les autres essences, elles sont un peu plus difficiles à aller chercher en forêt, il n'y a pas forcément les chemins, il n'y a pas la densité de bois qui le permet, les arbres sont tortueux, sont de plus petit diamètre. Le hêtre, on a vraiment des belles densités, et on a notre fournisseur, l'ONF, qui nous incite à prendre plus de bois. Ça, c'est quand même assez unique dans la forêt française, dans l'univers du bois. En général, la matière elle trouve vite preneur quand on arrive à la sortir. Nous, on doit trouver des débouchés pour pouvoir accepter des bois que l'ONF nous dit. Alors, effectivement, ce n'est pas forcément les plus beaux arbres, mais on est préparé, on est équipé pour les tailler. L'objectif, c'est de trouver les débouchés aujourd'hui pour pouvoir justement accepter plus de bois, monter une 3e ligne de sciage, augmenter les capacités à tous les niveaux. Et donc, pour faire ça, nous, on est prêt à relever le défi. Par contre, on a 2 axes de développement. C'est améliorer notre compétitivité sur les marchés existants du hêtre, mais également en développer de nouveaux. Il faut savoir que le hêtre, aujourd'hui, les 2 gros marchés, c'est les bâtis de porte coupe-feu, les huisseries coupe-feu et les escaliers. Alors, c'est 2 marchés qui sont assez difficiles à prendre, parce que d'un côté, on a quand même une concurrence assez déloyale des pays de l'Est. Le hêtre, c'est l'essence la plus répandue en Europe. Autant le chêne, il y en a beaucoup en France, mais moins ailleurs. Autant le hêtre, il y en a absolument dans quasiment tous les pays d'Europe. Et dans les pays de l'Est, forcément, la main-d'œuvre est beaucoup moins chère. Et également, les conditions d'extraction, d'exploitation des bois est parfois un petit peu douteuse. Sur l'escalier, on a plutôt la concurrence du leader mondial allemand, qui n'est pas facile à prendre non plus. Donc on travaille beaucoup là-dessus en ce moment, avec les scanners, l'intelligence artificielle et tout ce qu'on modernise. Mais on a développé depuis 4 ans également le BSC, le lamellé-collé structurel de hêtre. Qu'est-ce qu'on peut faire avec du lamellé-collé structurel? 3 utilisations principales. Des structures poteau-poutre, ça reste du bois structurel. On peut l'utiliser dans différentes applications. On peut se concentrer sur les poteaux et également s'intéresser aux façades rideaux. Poteau-poutre, voilà un exemple d'un bâtiment. Donc là, l'architecte voulait absolument du bois normand
à tous les étages, c'est que du bois normand, donc le hêtre est utilisé en poteaux, poutres, solives, et également charpente. Comme vous le voyez, il a été protégé de la pluie avec des adhésifs. Le hêtre, son gros inconvénient, c'est qu'il n'aime pas l'eau, donc il y a des petites contraintes de chantier à avoir en tête quand même. Ça, c'est le premier bâtiment qu'on a fait. Il me semble que c'est la photo qui a été utilisée pour la présentation de cette conférence. C'est notre atelier, tout simplement. On voulait prouver que c'était possible d'utiliser du lamellé-collé de hêtre en structure, donc on l'a fait chez nous. Bâtiment qui se porte très bien. Et là, par exemple, un projet qui a été fait par un architecte qui voulait absolument du hêtre pour l'aspect esthétique, parce qu'il avait prévu des aménagements en hêtre également. Donc, on peut l'utiliser pour du poteau-poutre classique pour remplacer du résineux, mais il faut être objectif. Depuis 4 ans, c'est quand même pas ce qu'on nous demande le plus, dans le sens où, dans cette utilisation-là, quand il n'est pas utilisé de façon spécifique pour ses caractéristiques mécaniques ou techniques, le prix de l'opération, enfin le bois est plus cher, clairement. C'est plus cher et en même temps, ça demande plus de soins pendant la phase chantier. Donc il faut avoir ça en tête. Utilisation de ce type-là, poteau-poutre, il y aura forcément un surcoût. Ça, c'est inévitable. Donc là où on concentre vraiment les efforts, c'est sur l'utilisation poteau. En compression, le hêtre est 2 fois plus résistant que le résineux. Donc vraiment un ratio de 2, on est à 50 mégapascales de résistance en compression, quand le résineux est plutôt autour de 24. C'est également 2 fois plus résistant que le béton de base. Donc ça veut dire que dans cette utilisation-là, on peut vraiment réduire les sections et compenser le surcoût du hêtre au mètre cube. Donc en fait, au final, vous avez un poteau qui coûte le même prix, mais qui est plus fin. Donc là, il y a un vrai avantage. Ça ne coûte pas moins cher, mais c'est plus fin. Et en plus de ça, ça libère de l'espace au sol. Dans certaines zones à Paris, je pense que le prix du mètre carré est suffisamment prohibitif pour s'intéresser à ce genre de petits détails. Là, c'est une opération à Rouen sur 7 niveaux, un bâtiment entièrement pensé en béton, où ils ont juste remplacé les poteaux en béton, et ils ont passé en hêtre. L'avantage du poteau aussi, c'est que c'est pratiquement simple. Un bout de bois avec 2 ferrures, c'est simple à protéger. De toute façon, les poteaux, on les protège, donc il n'y a pas de surcoût spécifique à la protection d'un poteau hêtre, puisqu'on les protège du bronzage, des salissures et éventuellement des chocs, que ce soit du résineux ou du hêtre. En plus de ça, c'est des petites longueurs. Nous, on est limité à 6 mètres sur la presse, et il y a beaucoup de récurrence. Donc, ça, c'est vraiment un produit sur lequel on est compétitif chez Manubois, parce que c'est un peu notre ADN de faire de l'industrie. On n'est pas des Simonins à faire des moutons à 5 pattes avec des poutres de 40 mètres, toutes différentes. En plus de ça, c'est facile à poser. Là, c'est des maçons qui les ont posés. Hein. C'est un élément préfabriqué qui se pose comme si c'était du béton ou n'importe quel autre matériau. Il n'y a pas de complication particulière sur le chantier. Ils avaient fait le choix de les protéger des chocs pour éviter les coups pendant les corps d'état secondaires. Et on va dire qu'une fois que le bâtiment est fini, ça apporte quand même une touche bois à un bâtiment qui ne l'était pas. Donc, pour apporter un petit peu de bois dans un bâtiment, au final, ils pensaient que ça allait être plus cher. Alors, dans tous les cas, le bois est plus cher que le béton. Potentiellement, le hêtre peut être plus fin, mais dans tous les cas, le bois, ça reste plus cher que le béton. Mais sur une opération, si les poteaux coûtent 2% du prix de l'opération, il faut quand même voir qu'il y a un gain esthétique et un apport qui est quand même assez important. Les poteaux, on les voit, on les touche. Autant les poutres sont souvent cachées, on ne peut pas les toucher. D'ailleurs, je vous ai mis des petits échantillons sur les bords. Là, si vous voulez, vous pouvez prendre un petit morceau de hêtre et sous-peser le produit. C'est quand même toujours intéressant de le toucher. En général, c'est la première réaction qu'ont les gens quand ils rentrent dans un bâtiment. Donc, première opération relativement modeste par la quantité de bois, mais assez importante quand même quand on voit le bâtiment que c'est. Et le client aussi était assez exigeant. Deuxième opération, un petit peu plus ambitieuse sur le volume de bois et sur la hauteur. Wood Up à Paris, donc 17 étages du logement, 3e famille, soumis à la doctrine des pompiers de Paris. La structure est visible dans les logements. Ça, tout le monde nous avait dit que ça serait impossible. Ça a été fait. Juste pour se rendre compte un petit peu de la structure du bâtiment, il y a un noyau béton
des poteaux hêtres intérieurs, des poutres épicéa et des poteaux en Douglas à l'extérieur. Quand on le voit comme ça, on dit ça c'est des poteaux hêtres. Non, le hêtre ne va pas en extérieur, on est bien d'accord, il est à l'intérieur. Et ils reprennent des planchers bois-béton avec, on va dire, des planchers béton allégés avec de la laine de bois. Comment est-ce qu'on a fait pour faire passer ça auprès des pompiers de Paris? Alors déjà, premièrement, le charpentier Poulengue a fait un gros effort, un gros travail avec le CSTB pour faire valider les assemblages. Et donc là, on voit des usinages en âme qui viennent cacher les ferrures à l'intérieur, après des joints feu entre les poutres et les poteaux. Mais pour ce qui concerne Manubois et le hêtre spécifiquement, quelques photos du projet, on voit les poutres avec les connecteurs pour les dalles béton. La présence de dalles béton également, ça rassure un peu les pompiers, première chose. Forcément, si on met du CLT, quand bien même c'est du CLT de chaîne, trop de bois visible, en général, ça bloque. Donc la première, ce qu'on a fait, on a cofinancé avec Aero Habitat un essai-feu pour prouver des choses qui sont prouvées maintes et maintes fois, mais vu que c'était du lamellé-collé de hêtre, il fallait encore le démontrer, que ça brûlait avec une vitesse anticipable, et ça a brûlé comme prévu, mais également que le bois s'éteignait tout seul et qu'il ne continuait pas à s'auto-alimenter. Ça c'est pareil, on le savait, mais il fallait encore le rappeler. Et aussi, on a pu montrer que le hêtre avait une température d'inflammation qui est plus élevée que le résineux. Donc dans la dynamique du feu, c'est favorable, c'est-à-dire qu'il s'enflamme plus tard et il s'éteint plus tôt. Ça, c'est quelque chose de favorable quand on fait la seconde partie de l'étude, qui est une étude numérique de l'incendie du bâtiment. Donc en fait, c'est un cumul de plusieurs facteurs. Qu'est-ce qui fait qu'on a pu utiliser du hêtre et une structure visible dans ce bâtiment-là? C'est à la fois le fait d'avoir du hêtre, mais aussi la configuration du bâtiment. La configuration, le ratio d'ouverture de fenêtres dans la cellule type, la masse de bois mobilisable, la surface de bois possiblement brûlable, le fait d'avoir des poteaux plus petits également, ça améliore ce côté-là. Il y a moins de bois qui peut brûler visuellement. Donc c'est un cumul de plein de choses. C'est une étude qu'on a cofinancée et qu'on met à disposition gratuitement à ceux qui veulent construire avec du hêtre. Par contre, il faut bien penser que ce n'est pas à la fin qu'on va demander une variante avec le hêtre. C'est au début, il faut penser avec les résultats de cette étude-là. Si vous avez mis, entre guillemets, pas assez de fenêtres, ou trop de fenêtres, ou trop de bois ailleurs, malheureusement, on ne pourra pas récupérer la chose avec le hêtre. Le hêtre a des grandes qualités, mais il ne va pas tout résoudre. Donc à la fin, on a sur un bâtiment de 50 étages de logement à Paris, une structure visible qui est quand même plutôt sympathique. Alors on nous a dit, c'est pareil, vous l'avez fait une fois, mais vous n'allez pas pouvoir le refaire. Et puis moi aussi, je ne construis pas des bâtiments de 50 étages tous les jours, donc votre étude, elle m'intéresse moyennement. Et là, on est dans le 93, donc en Seine-Saint-Denis, sur un bâtiment de 5 étages. 2 ans après, les pompiers, en utilisant la même étude, ont dit OK sur le même principe. Donc même poteau hêtre, même poutre épicéa et même plancher béton, avec les ratios d'ouverture et tout ce qui va bien. Donc vraiment la même typologie de bâtiment, mais en plus petit. Alors, petite étude de cas, entre guillemets. Récemment, j'ai reçu une demande pour une variante de poteau hêtre sur un bâtiment qui était prévu en béton, mais avec des poteaux bois. Donc les poteaux bois faisaient 40 par 40, donc les poteaux en résineux, et on m'a demandé si je pouvais proposer une variante en hêtre. Alors là, je me suis dit clairement que j'avais sûrement mal fait mon travail jusque-là, parce que le bâtiment, il était taillé pour du hêtre, clairement. Il l'avait étudié en béton et résineux, sauf qu'en fait, le plus petit dénominateur commun du projet, c'était les poteaux. Les poteaux de 40 par 40, ils contraignaient la distance entre deux ouvertures, donc ça touchait à la façade. Ça, du coup, moi, je ne pouvais pas le varianter, puisque je n'avais pas changé tous les détails. Donc éventuellement, on pouvait garder donc, sur la photo de droite ce qu'on pouvait éventuellement faire en hêtre à ce moment-là. Donc il fallait juste réduire la profondeur, donc on aurait pu gagner de l'espace. Mais pour autant, la poutre qui est au-dessus, elle était également dimensionnée par rapport au poteau. Et en fait, en discutant avec le bureau d'études, elle n'avait pas besoin d'être aussi grosse.
Donc en fait, on aurait pu réduire la poutre, elle a été faite aussi grosse juste pour que tout s'aligne et que les détails soient plus simples. Donc en fait, les poteaux hêtres auraient pu permettre de gagner de la surface, de la matière de bois. Visuellement, ça aurait été plus léger. On aurait pu faire des poteaux au rez-de-chaussée qui étaient prévus en béton. Et en plus de ça, on aurait pu économiser beaucoup de bois sur les poutres, que ce soit en rive, là on est vu de l'extérieur, mais à l'intérieur c'était pareil. Donc c'était un projet où il y avait 500 mètres cubes de bois. On aurait pu en mettre 250 en hêtres et économiser beaucoup de béton. Donc voilà, 2 minutes. J'en arrive donc à la deuxième utilisation très intéressante, les façades rideaux. Alors ça, c'est pas forcément un marché avec beaucoup de volume, mais c'est typiquement l'ADN du hêtre, de Manubois, et ça fait un peu de valeur. Quand on parle de façade rideau, on parle de structure bois avec des vitrages rapportés, capotés, serrés depuis l'extérieur. Pourquoi est-ce que Manubois est bien placé pour faire ce genre de produit? Parce qu'on a toutes les compétences en interne. À la fois, on produit le bois, on l'usine, on le lasure, on pose les connecteurs, que ce soit pour un meuble ou pour une épine de façade rideau, ça ne change rien. Le hêtre est déjà qualitatif, il est plus résistant. J'ai parlé de la compression, mais il est également plus résistant en flexion. Donc on a développé un petit logiciel de calcul pour vous aider en tant que concepteur à concevoir au plus juste par rapport au hêtre. On est en lien avec un bureau d'études pour apporter aux façadiers qui vont poser la façade la compétence bois que eux n'ont pas. Donc en fait, on fournit des kits prêts à poser aux façadiers. Et les façadiers, sur ce marché-là, c'est intéressant de développer le bois. C'est plus vertueux que l'aluminium, c'est plus sympa. Mais les façadiers, eux, c'est les spécialistes de l'aluminium. Donc ils connaissent rien au bois, ils veulent qu'on leur fournisse quelque chose de tout prêt à poser. Et la vérité, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'offres là-dessus. Nous, ça embête les charpentiers, ça embête les menuisiers. C'est une sorte d'entre-deux qui ne va pas très bien. Donc nous, ça nous va très bien. Donc là où on pense que le hêtre va être cher sur ce type d'application, on est assez souvent moins cher que même du résineux. Pas parce que le bois à la base est moins cher, dans tous les cas, le bois, ça représente 5% du prix du mètre carré de façade. J'ai fait le calcul l'autre jour, c'est peanuts. Quand bien même on serait plus cher, ça ne changerait pas grand-chose, mais en fait, on se rend compte qu'on n'est même pas plus cher sur le bois. Donc, parce qu'à qualité équivalente, le hêtre n'est pas plus cher qu'un carrelet de pin maritime. À partir du moment où on enlève tous les nœuds, on n'est pas plus cher. Donc, conclusion, il ne faut pas forcément essayer de remplacer le résineux partout avec du hêtre ou du feuillu. Enfin, ça, c'est notre point de vue. Il y a des utilisations où ça fonctionne très très bien. Façade rideau, poteau, et l'utilisation qui demande le plus de bois, le plus de hêtre en France, c'est les bâtis de porte. Les bâtis de porte, tout le monde en fait, on en vend en France, du cerf on vend en France. Par contre, on représente quoi, 20% du marché. Donc si on augmentait la part de marché sur des bâtis de porte, on aurait un peu moins de sujets à faire des études et à développer de nouveaux produits. Si on consommait un petit peu plus français, des escaliers et des bâtis de porte qui sont à 80% importés, déjà ça serait une bonne solution que de demander du bois français. Donc demander des bâtis de porte certifiés bois de France, il y a de l'offre, ça viendra de chez nous ou de chez du cerf, mais ça développera la filière au global. Merci de votre attention. Merci. Est-ce que vous avez des questions après la présentation de ces deux industriels sur ces produits de deuxième transformation? Moi, j'ai plutôt une remarque, c'est que la semaine dernière, on a organisé un webinaire avec la Fédération nationale du bois pour le réseau des adhérents des Fibois et qui effectivement présentait les prévisions de disponibilité de produits industriels en bois français. Alors aujourd'hui, il y a à peu près 1,8 million de mètres cubes de produits industriels en bois français qui sont commercialisés chaque année en France. Et avec les investissements qui ont été faits ces dernières années, notamment en France relancée, France 2030, il y a des prévisions qu'à 5 ans, on passe à 4 millions de mètres cubes. Effectivement, quand on leur pose la question de comment on fait pour doubler, alors que effectivement les taux de prélèvement sur les résineux aujourd'hui sont beaucoup plus élevés que sur les feuillus, effectivement, la réponse, c'est de dire parce qu'il va y avoir des produits comme ça en bois feuillu qui vont être disponibles en bois français
Donc voilà, c'est le chêne, le hêtre, le châtaignier. Et donc c'est important de s'intéresser à ces essences. Parce que c'est aussi comme ça qu'on utilise du bois local, disponible et qui sort de nos forêts, quoi. Voilà, c'est tout. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que parfois dans vos échanges avec les pompiers, on vous demande de coffrer tout le bois justement pour des questions d'incendie, de sécurité feu? Et comment faire pour ne pas justement emprisonner tous ces essences de bois? Alors, pour tout vous avouer, nous, on ne parle pas en direct avec les pompiers, parce que nous, on fournit le bois à des charpentiers qui le fournissent là. Donc, en général, c'est le promoteur et les charpentiers qui discutent. Pour autant, on a quand même des retours de ce qui se dit. Ce qui est intéressant, par exemple, sur REI, c'est que REI Habitat, hein, le promoteur de 2 projets que j'ai montrés là, ils sont partis de l'étude du Wood Up, à savoir un bâtiment important, très contraignant. Et à partir de cette étude-là qui a permis de valider la présence des poteaux visibles, ils ont décliné en fait tout un système constructif et un cahier des charges pour concevoir leur projet. Donc une fois que votre bâtiment, une fois que vous avez un échange avec les pompiers et qu'ils vous disent faut encoffrer vos poteaux, vos poutres, j'ai envie de dire c'est trop tard. C'est pas à ce moment-là, c'est dans la conception, encore une fois, sur la quantité de bois mobilisable, les ouvertures, les essences. Si vous voulez faire la même chose avec un poteau résineux, ils vont vous dire très bien, bah, refaites l'essai, 50 000 € si vous les avez. Voilà. Donc en fait, c'est plutôt anticiper, se baser sur les retours d'expérience comme cela. Après, à voir si le cahier des charges vous convient. Mais une fois que c'est fait, il y a des applications où ils n'ont pas suivi cet essai-là alors qu'il était disponible. Et malheureusement, même si c'est du hêtre, il y avait du CLT, il y avait des façades. Et en fait, il y avait trop de bois dans les parages. Donc, j'ai envie de dire, si vous passez avec des planchers béton, déjà, ça rassure. Il y a des choses comme ça. Mais je peux vous fournir l'étude en question, elle est assez indigeste, mais tous les points sont décrits et les hypothèses. Donc si c'est réutilisé tel quel, on a prouvé à chaque fois que c'est réutilisé par REI, aujourd'hui ça fonctionne. Donc il y a toujours la validation des pompiers. Une autre question? Bon, Stéphane? Sur l'encoffrement des poteaux ou des poutres ou du bois en règle générale, il n'y a pas que des histoires de feu, il y a des histoires acoustiques. Voilà, puis il y a eu d'autres essais qui ont été faits sur d'autres projets, FH par exemple, sur des poteaux apparents, sur des rayonnements feu, justement avec des distances à prévoir entre poteaux pour éviter les rayonnements. Oui, ça je ne l'ai pas dit. Mais sur l'acoustique, il y a l'anthrax entre les poteaux et la taille des poteaux. Si vous faites des allumettes collées, ça ne marche pas. C'est ça. Et ensuite, il y a la question de l'acoustique. Donc des transmissions acoustiques via les poteaux qui sont... Enfin, on en coffre aussi parfois pour des raisons acoustiques. Il peut y avoir ce cas-là. Après, les ingénieurs sont là pour ça et ils trouvent des solutions. Dans le cas de Wood Up et de Pantin, il y a eu des solutions de trouver pour ça. Je ne peux pas forcément en dire plus, mais... Souvent, on en coffre dans les chambres. Dans les séjours, ça passe. Je me demande si, dans le cas de Pantin, il n'y a pas eu une sorte d'alternance des poteaux, où un poteau tient sur 2 étages et n'est pas raccordé à la dalle pour justement transmettre. Voilà. Mais ça, c'est de l'ingénierie. Je ne peux pas vous en dire plus. Je suis le suivant. Ouais, j'ai du bois. Je peux avoir... Merci. Hop. Bien, alors pour bien comprendre, je m'appelle Galilée Bernard. À la différence des 3 hommes qui m'ont succédé, je ne suis pas vraiment du milieu, parce que j'ai juste mon bac ST2A, designer d'objets, parce que la coopérative J'ai du bois a été créée il y a 5 ans sur des projets de meubles que j'avais fait au lycée, et qui a ensuite, au fur et à mesure, développé autour de la structure en kit que vous voyez en haut, qui a été partie sur la base des travaux de Philibert Delorme. On a parti sur ces travaux directement parce que c'est un architecte qui a eu les mêmes problèmes que nous à notre période, le problème de la ressource, sauf qu'à la différence de lui, c'est qu'aujourd'hui, il y a la crise écologique qui se rajoute.
Et à son époque, il a réfléchi autour de pouvoir utiliser du bois déclassé, du bois qu'on n'utilise pas du tout normalement pour la construction, pour l'adapter directement là. La charpente que vous voyez là, c'est la charpente à Saint-Germain-en-Laye, qui est le manège royal qui est juste derrière la mairie, qui a une portée quand même assez importante, parce que c'est une portée de 16 mètres de longueur. En hauteur, je n'ai plus du tout en tête, mais c'est une charpente qui existe depuis le 19e siècle, depuis le début du 19e siècle, qui a été restaurée qu'une seule fois. Du coup, on est parti sur ces travaux-là. À la différence de lui, c'est que lui, il a été l'ancêtre du lame écolé, donc du clouage et principalement du clouage et de la colle, pour faire ces charpentes. Alors, nous, on a été un peu plus drastique, parce que nous, on n'a vraiment pas voulu avoir de quincaillerie ni de colle, et on a voulu travailler sur un problème que tu as bien dit, sur le hêtre. Sur le fait que le hêtre prend tellement d'humidité qu'il n'est pas possible de travailler. Nous, on a voulu l'utiliser pour qu'elle puisse faire un système de blocage. Donc le toyon hêtre bloqué dans une autre essence, donc là, les deux essences que vous voyez, à gauche du Douglas en rouge, à droite du hêtre, qui est le stand qu'on avait fait pour le Made in France 2020, qui était vraiment la première structure qu'on a fait pour ce stand-là. Et qu'on a du coup monté ces charpentes en atelier en Normandie, où on a travaillé avec ces deux essences-là, avant le chêne en soi. Juste après ça, quelques années après le stand qu'on a fait pour le Made in France, on a continué à essayer de trouver des financements pour commencer à faire des tests. Parce que oui, ce qui est assez étonnant, c'est que la charpente de Philibert Delorme n'a jamais été normalisée, jamais construite. Il a été toujours utilisé que pour de la rénovation. Donc pour des bâtiments agricoles qui a été fait par des agriculteurs à l'époque assez sous le bras, discrètement, ou par l'armée, comme je vous ai dit, avec le manège royal de Saint-Germain. Donc on a fait les tests financés par BPI France, qui nous a fait confiance et qui nous a passé 30 000 € pour faire relancer ces tests pendant une semaine au FCBA. Et honnêtement, à ce moment-là, on était dans le doute, parce que beaucoup de gens nous disaient qu'ils ne voyaient pas trop comment ça pourrait marcher, si ça pouvait tenir. Donc c'était un peu le baptême du feu pour nous, ce test-là. Directement avec le directeur Garcia, le directeur du labo, qui nous a pris pendant une semaine, qui a fait les tests. Au bout d'une semaine à faire torturer la charpente devant nous en la faisant supporter des poids, à la faire craqueler à droite à gauche, avec nous qui claquaient les dents à côté, eh bien, à la fin, il nous a dit, honnêtement, je ne pensais pas que ça allait marcher, mais avec quelques changements, ça peut passer. Donc voilà, depuis ce janvier 2023, on est parti à faire plusieurs croquis, esquisses, projets à droite à gauche avec plusieurs architectes, pour voir à quelle limite on peut avoir avec ce système-là, jusqu'à arriver à la proposition d'un chantier avec Fab Speiler, qui est un architecte de Clermont, qui va réaliser un chantier important de rénovation, mais aussi de construction de ce bâtiment que vous voyez à droite sur le plan, avec deux salles de conférence. La grande qui est à couvert, qui est dans la zone rouge que vous voyez à droite, et à gauche, bon, c'est pas ma faute, mais ça s'appelle une Galilée, qui est une charpente extérieure, qui est plutôt hyper intéressant pour nous, parce que là, sur ce chantier-là, on va pouvoir voir directement les contraintes, une qui est couverte et une qui n'est pas couverte, grâce à ce chantier-là. Du coup, il avait l'habitude sur d'autres chantiers, parce que c'est pas la première fois que Fabre faisait du Philibert Delorme, mais avant, il le faisait principalement en lame écolée. Et pour faire ce chantier-là, il veut à tout prix le faire vraiment en Philibert Delorme. Donc il avait commencé à faire ses plans de présentation à la région, qui est le conducteur du chantier. Donc on l'a réadapté sur des plans qu'on a fait nous-mêmes sur Revit avec notre propre principe, en rajoutant les écarteurs en plus, en montrant le bois moisé sur différents endroits, en rajoutant plusieurs tourillons pour le système d'assemblage. Donc, parce qu'en un an, on a quand même fait plusieurs avancées sur ça. Voilà. Donc celle-là, là sur la gauche, vous avez celui qui est à l'intérieur, et celui à droite, c'est celui de l'extérieur, la Galilée. Et voilà, je vais venir sur notre première véritable réalisation, et celle qu'on est plutôt heureux
de présenter, qui est la réalisation qu'on avait fait au vestiaire pour le forum Bois Construction en février. Et pour ça, juste pour vous montrer la réalisation de cette charpente et tout ça, on va vous montrer des vidéos. Et mon collègue, mon père aussi, qui est Eric, qui va nous mettre les vidéos, qui sont déjà tout en haut à gauche. La première qui est Philibert Minusier. Voilà. Alors, pour bien comprendre l'intérêt de cette charpente, parce que comme beaucoup de ceux qui m'ont dit avant moi, le problème premier du chêne est la partie haute de l'arbre, qui est les branches, qui a beaucoup de nœuds, qui se tortille à droite à gauche, et qui est un problème pour leur utilisation. Avec notre principe de charpente courte, parce que la majorité des pièces qu'on utilise, c'est du 80 cm, du 1 mètre, on peut réutiliser réutiliser le bois de chauffage, qui est normalement à 50% de ce bois pour la construction. En réadaptant bien sûr sur du 5 faces. Donc là, c'est une Masterwood que vous voyez, donc une machine italienne, sur laquelle on travaille avec l'entreprise Lazaro, qui est à Thiers. Oui, parce qu'on se balade beaucoup en France. La deuxième, c'est Ernest. C'est toi, hein, juste à droite. Non, à droite. À droite, juste après Philibert. Je t'ai mis toi aligné. Hein. Juste Ernest. Là, voilà, c'est là. Donc, on a réalisé. Là, par exemple, c'est le test avant de la mener sur le Grand Palais, pour voir si tout s'emboîte bien, si tout ça sent bien. Donc, comme vous voyez, ça se coupille parfaitement quand vous l'alignez. Un petit coup de marteau. Et ce que je voulais dire, du coup, l'intérêt de notre principe, c'est qu'on peut réutiliser du coup des pièces qui ne normalement pas pour la construction, mais aussi, on a vu avec l'ONF, parce qu'on a beaucoup travaillé avec la forêt de Troncé, avec plusieurs menuiseries et de scieries qui sont installées là-bas, qui est leur premier problème, qui est le bois piqué, qui est un grand souci et qui va devenir malheureusement de plus en plus le cas, parce que, comme j'ai dit, avec la crise écologique qu'on a en ce moment et qui ne va jamais se calmer, il n'y a plus de tempéré, les arbres souffrent de plus en plus. Et le deuxième problème aussi, c'est que l'ONF a de moins en moins de moyens pour gérer les forêts, parce qu'on, surtout avec les coupes budget qu'ils ont eues là, ça va s'aggraver. Et bien, avec notre principe, on arrive à réutiliser ce bois-là, à tel point qu'on a réussi à avoir un premier contrat avec l'ONF pour pouvoir utiliser cette ressource. Donc, c'est plutôt convaincant, ça nous convainc encore plus dans notre démarche. Voilà, là, c'est le moment où on est entré dans le Grand Palais pour installer les grands vestiaires, que la charpente que vous voyez tout à droite. Alors bon, on a un peu triché, parce que normalement, ça se construit dans le vide, mais vu qu'on n'avait que 2 jours, on s'est permis d'utiliser une grue, hein, quand même. Donc voilà, on a monté cette structure au sol, on a assemblé tout ça à 5 personnes, à peu près pendant 8 heures. Donc vous voyez à peu près la rapidité qu'il y a eu pour au moins 4 portées. Au total. Et après ça, j'ai tellement parlé vite que j'ai dû sauter des trucs. Mais voilà, en fait, pour bien comprendre, c'est que après cette réalisation, on avait déjà fait plusieurs projets. On voulait voir vraiment les limites de ce système-là. Par exemple, on avait fait de la surélévation, réfléchir comment faire de la surélévation sur des anciens bâtiments haussmanniens pour ajouter des étages sans avoir besoin de mettre des grues. Parce qu'avec des petites pièces comme ça, c'est très facile de mettre sur une palette et de le monter directement sur l'échafaudage. Des bâtiments agricoles, des ateliers, même une usine qu'on rêve et qu'on voudrait réaliser bientôt, ou pas, on ne sait pas encore. Donc voilà, c'est beaucoup de travail autour de ça. Et voilà, je vous ai fait une présentation rapide de ce qu'on se lance de faire avec ce principe-là. Du tout rien être. Là, par exemple, sur les cintres que vous venez de voir, c'est les chutes qu'on a utilisées de ces pièces de bois là, parce que l'idée aussi, c'est de pouvoir faire des meubles avec les chutes de chutes. Donc, c'est beau. Est-ce que vous avez des questions? Et les essences de bois, je ne sais plus si j'ai entendu, c'est quoi?
Là, Tourillon hêtre et du chêne. Hêtre et chêne, ok. Du chêne déclassé d'ailleurs, parce que sur la première vidéo qu'on a vue avec Thierry, qui était avec la manette, qui était en train de transporter du bois dépité, c'est du bois déclassé parce qu'il y a des veines au milieu de l'arbre, impossible de le caler correctement pour avoir des pièces droites. Donc c'est avec ce bois-là qu'on a travaillé principalement. Et bientôt peut-être avec du biquet, mais ça c'est encore à voir. Là par exemple, ce que vous voyez, c'est une maquette qu'on est en train de faire pour Mayotte, dans l'idée de pouvoir faire une construction rapide, de préparer les pièces dans un conteneur, avec le bois piqué justement que je parlais, avec un traitement pendant les 3 semaines de trajet et de le déposer après en palette sur le lieu de chantier, monter les structures et de couler un peu de béton sur les endroits où il faut du support. Ça encore, c'est l'ancienne maquette parce qu'on a encore des idées pour éviter de trop utiliser du béton, parce que c'est le problème à Mayotte, c'est que c'est une denrée assez dure à avoir et galère à avoir. Donc on a l'idée de faire des colonnes de béton pour soutenir la structure en pneus, pour un coffrage en pneus et faire le trou et directement couler le béton qu'il faut sous les pieds de charpente qu'il y a. Voilà, ça c'est un des projets qu'on voudrait faire et qu'on est en train de préparer avec plusieurs architectes de Mayotte et de l'île de la Réunion, parce que ce qui est un peu la particularité, c'est qu'avec mon père, on est directement de l'île de la Réunion, donc on connaît à peu près les problèmes qu'il y a directement sur une île. Et là, par exemple, comme je vous ai dit, toutes les réalisations qu'on a fait en esquisse, les projets d'archi qu'on a avec d'autres personnes sur des bâtiments agricoles. Là, par exemple, c'est une maison forestière. Alors, c'est la seule et unique bâtiment qu'on peut construire en atelier et qu'on l'amène directement en camion, parce que le problème en forêt, on ne peut pas trop amener tout le matos pour construire. Alors, il faut mieux préparer un bâtiment, un mobil-home, et l'installer directement. Donc, c'est l'idée de cette structure-là qui est encadrée entièrement des pièces moisées. Et donc, toutes ces vidéos, elles sont disponibles sur votre site internet. Sur le site internet directement. Voilà, si vous voulez en savoir plus. Est-ce que vous avez des questions ? Du coup, peut-être que vous l'avez déjà dit, mais les tourillons sont en hêtre parce que, et j'avais cru entendre au début que vous parliez d'une question d'humidité aussi, non ? Non. Non, c'est juste parce qu'ils sont plus résistants, plus durs. Non, en fait, je n'ai pas trop expliqué, parce qu'on avait bien expliqué avant moi pourquoi le hêtre est intéressant, c'est parce qu'elle prend tellement d'humidité qu'elle gonfle. Et donc dès que vous mettez dans du chêne et tout ça, ça se bloque direct. Et même au travail de 10e millimètre avec du 5 faces qu'on fait, on arrive à tellement à serrer que le hêtre, quand elle gonfle, éclate. Donc même en temps de sécheresse, elle ne se dégonfle pas et bloque la pièce pendant bon longtemps. Je me permets quand même. Ouais. Vas-y. Juste, effectivement, le hêtre a des coefficients de retrait-gonflement plus importants que le résineux, mais c'est aussi que ce genre de produit est très très sec. Donc quand le hêtre, effectivement, quand il gonfle, il pousse très fort, mais c'est aussi parce qu'il est mis très très sec. Il peut être aussi utilisé dans des clous, dans certains systèmes allemands de CLT cloués. Ils utilisent du hêtre ultra sec, et quand il reprend de l'humidité, il va gonfler et se caler dans le système. Mais pour ce qui est de notre part, vous inquiétez pas, il ne va pas gonfler. Si on avait un morceau là, il ne va pas vous éclater dans les mains, ni dans votre charpente. Est-ce que vos projets, ils ont vocation à être désassemblés ? Oui. C'était même pour cette occasion-là qu'on avait fait le salon, c'était pour voir le démontage. D'ailleurs, pour le démontage... Combien d'heures ? Combien d'heures par rapport au montage ? Alors, pour vous donner une idée, on avait 2 jours pour le montage, on l'a fait en 8 heures. Pour le démontage, on n'était que 4, sans grue. Donc, on l'a fait vraiment à la sauvage, il faut le dire, parce qu'on a fait quand même tomber une colonne entière par terre. Heureusement, le béton n'a eu rien, mais c'est le bois qui... Même le bois n'a pas souffert, parce qu'on avait vraiment la crainte de faire ça, qu'au moins il y aurait, je sais pas, au moins la moitié des pièces qui étaient éclatées, mais sur les 35 pièces qui ont fait les 4 colonnes, il n'y en a eu que 5 qui ont éclaté. Donc même sur un démontage très à la sauvage, on arrive quand même à sauver une grande partie des pièces, et ça nous a encore plus convaincus qu'il faudrait qu'on prépare plus de structures pour du salon, pour faire des stands de salon. Là, par exemple... Peut-être que Nicole, qui est donc la directrice du Forum Bois Construction, tu voudrais apporter un témoignage sur cette installation spécifique
sur ton salon. D'abord, bravo hein, pour le courage que vous avez d'utiliser aussi du bois que normalement on n'utilise pas pour la construction. Et je trouve toutes ces démarches magnifiques parce qu'il faut les faire. On a 70% de feuillus et j'ai toujours dit c'est des essences magnifiques. Il faut trouver des solutions. Il y en a vraiment 3 exemples magnifiques. Et d'ailleurs, Manu Bois aussi, quand j'ai vu la vidéo tout à l'heure, tous les stands qu'on a vus, bah, ils sont en hêtre. Et ces stands, par exemple, qu'on a utilisés avec GL Vend et qu'on a utilisé pour la 5e fois, ça veut dire que tous ces stands sont démontables, remontables, et les essences, ils sont comme avant. C'est comme vraiment, tout le monde le dit, les stands sont magnifiques. Et on veut bien sûr faire avec, et d'ailleurs merci hein, à Manu Bois et aussi la GL Vend qui nous monte et démonte les stands d'ailleurs qui sont réutilisés aussi sur la foire de Paris, sur Rénobat, sur d'autres stands qui sont vraiment magnifiques. On est prêt à en refaire, il faut juste tout prévenir un petit peu plus tôt que la dernière fois. Je sais, parce qu'il va falloir en refaire, parce que comme le forum va avoir lieu aussi l'année prochaine au Grand Palais, et on était presque en rupture de stock, en fait, de stands, on n'avait pas assez, on va en refabriquer. Et ce qui est super, c'est même Chanel, dans ses défilés de mode, utilise ces stands. Voilà, parce qu'ils sont magnifiques, et vous l'avez vu avec la vidéo, le bois dans le Grand Palais, c'est tout simplement magnifique, et ça fait rêver. Et c'est pour ça que toute l'expo était en bois, et j'étais vraiment ravie de pouvoir accueillir J'ai du bois pour le vestiaire hein, qu'on a vu. On a vu tous les étudiants de l'ENSTIP qui nous aident, qui donnaient les manteaux, etc. Et j'étais époustouflée de voir avec quelle rapidité ils ont monté, parce que nous, on a eu les lieux dimanche soir, le Grand Palais. C'est ça, oui. Et dimanche soir, je reviens lundi matin et j'ai vu déjà 3 structures complètement montées. Et j'ai dit, mais comment vous avez fait? Vous avez fait des merveilles, des miracles. Oui, bah... C'était vraiment... Ouais. Et vraiment, avec le marteau encore, tu sais, tu te dis c'est comme à l'ancienne, c'est comme il y a 2000 ans. C'était après une nuit blanche et un café. Hein. Ouais. Les cafés, on les a servis. C'est ça. Non, et je dois dire que c'était vraiment super. Ils ont travaillé, c'était rapide. Et pareil pour le démontage, parce que là, on a eu peur. On a dit, est-ce qu'on va avoir besoin de plus de temps? Mais vraiment, avec des moyens du Moyen-Âge, ils ont démonté les structures, pilé, empilé, pour pouvoir les remonter. Et c'est ça ce qui est magnifique. Et ça, c'est ce que le bois permet, le remontage, le démontage, la réutilisation des matériaux. Et c'est le grand avantage du bois. Il faut y penser. Et j'espère que vous allez tous les utiliser beaucoup. Justement, je voulais en revenir parce que le bois qu'on a rangé après le salon, parce que le problème qu'on a, et c'est le grand problème, c'est la normalisation de cette structure. Donc, les pièces qu'on va réutiliser pour cette normalisation, c'est les pièces qu'on a utilisées déjà pour le salon et qu'on va devoir en construire d'autres aussi pour faire cette normalisation. Donc, voilà. Merci. Pour préciser aussi que je crois que les stands ont été réalisés par les étudiants de l'école d'architecture de Paris-Belleville. Hein? Oui. Non, mais vu qu'on est à la maison de l'architecture, je me permets de le préciser aussi. Eh bien, merci Galilée pour ce tour du monde. Et on va donner la parole à Noélie Clapasson de Roda Architecte qui va nous présenter des beaux projets qui utilisent toutes sortes de feuillus, je crois. Bonsoir à tous, je m'appelle Noélie Clapasson, je travaille à l'agence Roda Architecte depuis 10 ans à peu près. Et ce soir, je vais vous présenter le projet d'extension du restaurant scolaire de Saint-Martin-Haut. Donc, je vais vous présenter un peu le travail de notre agence. L'agence Roda Architecte a été créée par Jean-Paul Roda en 2014. C'est une équipe jeune qui est située à Lyon. On construit des projets avec une approche sensible et de plus en plus sobre des matériaux. Notre commande... L'image est vraiment coupée. Si on peut... C'est beaucoup mieux, merci. Notre commande est majoritairement publique.
On fait beaucoup de bâtiments liés à l'enfance, notamment des crèches, là, comme le pôle petite enfance Hélène Keller à Villeurbanne. On fait également des groupes scolaires, le groupe scolaire Flaubert qui vient d'être livré à Grenoble. On fait également des équipements sportifs, ça c'est les tennis de Grenoble. Et quelques logements collectifs et des bureaux. Là, c'est les futurs bureaux de l'EPFL. C'est un projet qui va être réalisé prochainement avec un objectif de labellisation passive, de la brique de terre crue, de la ventilation naturelle et du réemploi. On sait que construire aujourd'hui, c'est un acte responsable parce que l'empreinte carbone des bâtiments est importante. Et si la construction en ossature bois est depuis toujours la culture de Jean-Paul Roda et donc de l'agence, aujourd'hui, notre curiosité nous pousse de plus en plus loin en faisant le choix volontaire de mettre en œuvre des matériaux biosourcés et géosourcés, comme la terre crue, la paille et les essences bois de feuillus. Et le projet de Saint-Martin-en-Haut en est un bel exemple. Donc, pour vous présenter un peu le contexte du projet, en fait, il y a une dizaine d'années, Jean-Paul Roda avait déjà construit le restaurant initial de Saint-Martin-en-Haut. Et donc, M. Chambe, le maire de Saint-Martin, recontacte Jean-Paul Roda en 2020 pour la réalisation d'une extension. En effet, il y a besoin d'une extension parce qu'il y a de plus en plus d'enfants, notamment des maternelles. Et donc, il faut créer un espace plus intimiste pour ces enfants-là. Les études du projet vont démarrer en février 2021 et le chantier va se terminer 2 ans et demi plus tard. Ce sera un petit projet d'environ 200 mètres carrés. Pour ce projet, nous avons été accompagnés par Cyprium sur l'économie, Maté pour les fluides et la thermique, Génie acoustique, CIMAP et le BET Arborescence pour la structure bois. Arborescence, c'est un bureau clé dans le travail de ce projet parce qu'on a eu une collaboration étroite tout au long du processus. Concernant les entreprises, une majorité étaient des entreprises locales. Et ce soir, je vais vous parler surtout des ouvrages de l'entreprise Vaganet, qui était le charpentier du projet. Donc, sur le site, le restaurant existant est adossé à la pente sur 2 niveaux. Il occupe une grande partie de la parcelle. Il y a un centre de loisirs au rez-de-chaussée et la salle à manger et la cuisine en étage. L'extension s'installe donc dans la seule partie disponible au sud de la parcelle. Ce n'est pas grand. Notre partie prend donc appui sur la déconnexion physique du volume. Il est traité comme un élément indépendant. Ce positionnement répond à l'étroitesse du site, tout en portant une grande attention à préserver la lumière naturelle dans le bâtiment et limiter le vis-à-vis entre les 2 salles à manger. Pour le parti architectural, notre objectif était d'inscrire l'extension dans un registre à la fois différent et cohérent avec son contexte. Sur le plan urbain, le bâtiment s'élève comme un signal depuis la départementale et sa volumétrie répond aux bâtiments avoisinants. On a à la fois la reprise du gabarit des toitures à 2 pentes et une implantation le long des courbes de niveau. Quant à la géométrie anguleuse, elle répond et dialogue avec le restaurant existant. Le projet, il est pensé comme une cabane perchée sur de fines échasses qui flottent dans les airs. En effet, on a construit l'extension sur pilotis pour qu'elle soit à la même altitude que le restaurant existant. L'idée, c'était de faciliter la liaison des repas, de la vaisselle et du personnel. Sa suspension libère un espace de préau en sous-face qui sera utilisable pour le centre de loisirs. La cabane vêtue de bois, elle se connecte au bâtiment existant par une passerelle couverte et une passerelle extérieure qui rejoint le terrain. Le bâtiment, il est vitré de part en part pour laisser rentrer généreusement la lumière et offrir un belvédère sur le paysage. Sur sa longueur, la lumière, elle est filtrée par des brises-soleil fixes qui permettent de créer une intimité dans ce bâtiment. À l'intérieur, le cloisonnement se fait le plus discret possible pour laisser place à la grande salle à manger. On a juste un petit volume qui accueille l'entrée et les sanitaires. Ce volume reprend lui aussi la forme archétypale de la maison. Pour ce lieu dédié aux enfants, l'idée c'était de retrouver l'image de la cabane dans la grande cabane perchée sur pilotis. Donc le projet, il repose sur un matériau principal, c'est le bois, mais la particularité c'est que c'est du bois de feuillus. Pour ce projet, on a fait le choix volontaire d'investir la filière du bois en feuillus, qui était encore trop sous-exploitée. On a le chêne pour la structure des portiques et le châtaignier pour les bardages extérieurs et les habillages intérieurs.
Lors de la conception, nous nous sommes rendus chez des scieurs pour mieux comprendre les spécificités de ces essences. On a compris que c'était des essences plus nobles, plus dures, plus pérennes. Et si on prend en compte leurs contraintes, elles peuvent tout à fait répondre aux défis que nous nous étions engagés à répondre dans le cadre de ce projet. Donc, comme je vous le disais, pour la structure, on a travaillé étroitement avec le bureau d'études Arborescence et on a réalisé des séances de co-conception qui ont permis de concevoir un projet où la structure prend intégralement part à l'architecture. L'idée, c'était encore une fois de reprendre cette image de la cabane enfantine dans le concept structurel, notamment dans le dessin des portiques du préau. Une cabane perchée sur des portiques qui sont en forme de cabane. Une fois de plus, la métaphore était filée. Concernant la structure primaire, on a des portiques à 3 articulations qui sont disposés parallèlement les uns aux autres, tous les 3,60 m. Ils portent les solives du plancher, puis viennent se superposer les portiques du R+1. Ce sont des portiques autostables dans leur plan et ils sont stabilisés dans les plans perpendiculaires par d'autres portiques. Ces portiques longitudinaux permettent notamment de porter le porte-à-faux. Et comme le projet il est souhaité volontairement en feuillu, ça impose l'utilisation de sections courantes de chêne. Ici, c'est donc limité et on est parti sur des sections de 140 par 180 mm. Les poteaux de portique sont moisés, là aussi pour permettre de rester dans des sections courantes. Donc, pour mieux comprendre comment s'est passée la construction de projet, je vais vous détailler un peu les étapes du chantier, ça permet de bien comprendre. Après la réalisation des fondations, le charpentier est venu livrer en pièces détachées la structure du rez-de-chaussée. Les assemblages ont été réalisés sur place, par embrèvement avant ou par des ferrures métalliques brochées en âme bois. Les portiques sont donc assemblés au sol, puis ils sont élevés. Ça, c'est pour le rez-de-chaussée. Le plancher vient s'installer entre ces portiques. On retrouve des assemblages par encoche avec des sabots. C'est un mix des deux. Puis, le charpentier est venu livrer les demi-portiques de l'étage. Contrairement au rez-de-chaussée où c'est arrivé en pièces détachées, à l'étage, on avait des demi-portiques, ce qui permettait de réaliser les assemblages en atelier et de les livrer par camion. Ils ont donc été assemblés 2 par 2 sur le chantier. Ça, c'était pour la structure primaire. Et ensuite, le charpentier est venu mettre en place les meubles tout au long de la façade. Ensuite, les caissons de toiture. Et le menuisier est venu placer ses murs rideaux. Je vais vous faire le zoom sur quelques détails, notamment le bardage et les habillages intérieurs. Pour ce projet, nous avions souhaité reprendre le vocabulaire de la fascine en châtaignier. La fascine, c'est une structure d'enchevêtrement de branchages qui sont rangés entre 2 piquets. Donc nous avons proposé la réinterprétation de ces bois tressés de 2 façons, pour les habillages intérieurs et pour les bardages extérieurs. Ça, c'est les détails que nous avions imaginés en DCE. Les lames de bois sont tressées entre des tasseaux verticaux, un coup devant, un coup derrière. Mais comme on sait, les détails DCE, ça évolue en chantier. Donc on a travaillé avec le charpentier et la maîtrise d'ouvrage pour que cela soit réalisable. Et parce que ce n'était pas si simple, les bois vrillés, on n'arrivait pas vraiment à réaliser ce tissage-là. Donc avec l'entreprise a réalisé différents prototypes. Et au final, on a réussi à faire tresser le bois. On a affiné les tasseaux verticaux. Ça permettait de limiter la déformation des bois, mais ça permettait aussi de limiter le passage des doigts des enfants dans la cantine. Et on est passé aussi sur des lattes horizontales moins épaisses et plus hautes. Le résultat final, c'est celui-ci à l'intérieur. Il faut savoir qu'en DCE, on avait aussi prévu de tisser les lames des plafonds, sauf que les surfaces étaient biaises et c'était complètement impossible en termes de découpe. Donc on s'est rabattu après plusieurs essais sur des lames droites. Pour la façade, l'idée c'était aussi de reprendre cette idée de la fascine, mais de manière un peu plus contemporaine. Pas vraiment de tressage, mais une alternance de planches concaves et convexes. On voit sur le dessin. Donc l'idée, ça a été de prévoir, on a dessiné des cadres de 2 mètres de long maximum, dans lesquels sont fixés les bardages avec une légère inclinaison pour évacuer l'eau, un coup une planche concave, un coup une planche convexe. Ces aimants-là peuvent venir être mis en place directement sur le chantier. Devant les meubles, on voit que c'est quand même un bardage qui est très ajouré, donc ça a nécessité la mise en place d'un pare-pluie qui résiste aux UV
à 70%. Et devant les baies vitrées, ça permettait de faire un brise-soleil et une lumière douce à l'intérieur. La construction bois, la problématique, comme vous devez le savoir, c'est la gestion de l'inertie. Et pour ce projet-là, en fait, le béton, il est limité aux fondations. Donc, il n'y a pas un poil d'inertie. Et donc, les enjeux, c'est la gestion du confort d'été et limiter la surchauffe. On a des grandes baies vitrées. Comment on fait? Donc, on est parti sur des isolants biosourcés, de la laine de bois dans les caissons de plancher, dans les meubles et dans les caissons de toiture. On a mis du vitrage à contrôle solaire sur les deux pignons. On a donc les brises-soleil en façade sud. On a augmenté la lame d'air de toiture pour plus ventiler cette toiture. Malgré tout, ce n'était pas vraiment suffisant. Donc, on a cherché à ramener un peu d'inertie dans le bâtiment. Le problème, c'est que c'est un bâtiment perché sur des échasses. Donc, comment ramener de l'inertie sans trop alourdir? On a proposé 2 solutions. La première, c'était de réaliser des planchers marins, c'est-à-dire remplir avec des granulats les planchers. C'est une construction traditionnelle. Et ensuite, on a proposé que dans la cabane, celle qui abrite les sanitaires, elle soit réalisée en colombage en terre. La terre classique, c'était trop lourd. Donc, on a opté pour une solution de terre allégée. C'est cette cabane-là. Donc, la cabane en terre allégée, elle a été réalisée avec des panneaux préfabriqués en miscanthus, terre et chaux. C'est des panneaux qui sont préfabriqués. Donc, on a dimensionné tout le colombage sur la trame de ces panneaux pour limiter leur coupe. Ensuite, le panneau est recouvert d'un enduit terre en 3 passes, avec l'insertion de petites paillettes de paille pour l'aspect esthétique, puis une cire de protection. On sait que les matériaux géosourcés rencontrent pas mal de freins des utilisateurs, que ce soit la BTC, la terre, les enduits terre et le pisé. Et dans le cadre de ce projet, ça a été le cas, donc il a fallu qu'on convainque le maître d'ouvrage. Et donc, on a souhaité mettre en place un atelier de sensibilisation à la terre des enfants. Ça a été réalisé par l'entreprise Caliclé qui réalisait le lot terre sur ce projet. L'idée, c'était de leur faire redécouvrir ce matériau qu'ils connaissent déjà, la terre, et de leur apprendre à le regarder d'une autre façon, et surtout de voir qu'on peut l'utiliser dans la construction, et donc l'apprécier et en prendre soin. C'était les futurs utilisateurs du bâtiment. Cet atelier s'est traduit par une présentation du projet, un atelier de toucher et d'analyse des terres, et la réalisation de la première couche des enduits terre en partie basse du mur. Pour conclure, je voulais finir avec quelques chiffres par rapport à ce projet-là. Donc, l'idée, c'était de favoriser les filières locales pour ce projet. Donc, l'ensemble des bois viennent de la Drôme, de la Bourgogne, ou sinon sont certifiés bois des Alpes. Si j'ai un peu de temps, je peux vous en parler, mais on a du coup du lamellé collé pour la passerelle, qui est bois des Alpes. On a les ossatures bois qui sont aussi certifiés bois des Alpes. Et pour tout ce qui est bois massif, que ce soit, donc c'est le chêne, l'épicéa vient du Haut-Jura, le chêne de Bourgogne et le châtaignier vient de la Drôme. Ce qui est important de dire, c'est que tous ces bois ils sont passés au séchoir. En termes de coûts, là on vous livre nos prix. C'est vrai que le bâtiment il est petit, et donc ça amène à un projet au mètre carré qui est quand même relativement cher, donc 4 900 € du mètre carré. En revanche, quand on regarde les pourcentages du lot gros œuvre et du lot charpente, on arrive à 47% environ. Et en fait, quand j'ai comparé à d'autres projets qu'on avait à l'agence, on est entre 40 et 47% du montant global des projets. Donc finalement, on est assez similaire. Mais c'est ramené à un bâtiment qui est très petit et qui ne compte là 180 mètres carrés. Ça ne compte pas la surface du préau qui est réalisé au-dessous. Il y a différents ouvrages qui ont été repris sur le bâtiment existant et puis des aménagements extérieurs. Voilà, en termes de bardage, c'est vrai que c'est quand même un bardage qui coûte plus cher. Il coûte à peu près 230 € du mètre carré par rapport à un bardage classique qui va plutôt être entre 90 et 170 € du mètre carré, un bardage en résineux. Ici, le bardage en châtaignier, il était à ce prix-là. Et pour les habillages intérieurs, les bois tressés étaient à 155 € du mètre carré à peu près, pour vous donner une idée. Voilà. Et pour conclure, je voulais vous partager les points de vigilance qu'on avait
découvrir le long de ce chantier. Donc, les premiers, c'était quand on construit en feuillu, il y a des sections de bois limitées. Il y a également des longueurs de bois qui sont limitées. Par exemple, on a pris plus d'1 mois de retard de chantier parce qu'on ne trouvait pas les plus grandes longueurs des portiques du rez-de-chaussée qui faisaient 8,50 m. Alors, est-ce que c'est la faute au chantier de Notre-Dame qui se passait en parallèle? On ne saura jamais. En tout cas, on a perdu un peu de temps sur le chantier. Ensuite, il y a la gestion des tanins, parce qu'en fait, le chêne, le châtaignier sont des bois qui ont beaucoup de tanins, et ça amène plusieurs problématiques, notamment des traces au sol. Donc, pour tout ce qui est bois qui a été exposé à l'humidité, pour les bardages, on a proposé un mélange d'huile de lin plus d'essence de térébenthine. C'est un mélange que M. Roda avait déjà testé sur un bâtiment entièrement en châtaignier il y a plus d'une dizaine d'années, qui avait déjà fait ses preuves. Et donc, il a été mis en œuvre sur ce projet. Et je peux vous garantir que pour l'instant, il n'y a pas de traces au sol. Et ça a vraiment fixé les tanins. Ça, c'est pour les bois. Mais je peux aussi vous parler de toutes les ferrures et pièces métalliques qui sont en contact avec le chêne. Parce que là encore, il y a des normes à respecter. Et normalement, il faut rester en acier inoxydable. Et petite anecdote de chantier, donc c'était bien décrit au CCTP, mais l'entreprise avait déjà lancé en fabrication ses ferrures, et donc pas en acier inoxydable, bien sûr. Donc gros sujet parce que des coûts importants. On a eu beaucoup d'échanges avec le bureau de contrôle, et au final, ce qu'a accordé le bureau de contrôle, c'est qu'on gardait ces ferrures galva et qu'on ajoutait un thermolacage qui pouvait encapsuler la galvanisation, et que du coup, il n'y aurait pas de contact avec l'acidité du chêne. Validé par le bureau de contrôle. Voilà le retour d'expérience de ce chantier. Donc, pour moi, c'est terminé. Est-ce que vous n'avez pas eu un prix au prix national de la construction bois pour cet ouvrage? Oui, on a eu le prix régional de la construction bois et le prix coup de cœur du public. Ah, c'est ça, parce que effectivement, on se disait, on l'a déjà vu, on l'a déjà vu. Alors, c'est très intéressant, notamment la question du tanin et de l'acidité. Vous parliez, on a un peu évoqué la question du métal. Donc, tant qu'on est en bois-bois avec des tourillons ou ça va, le bois et le bois fonctionnent bien ensemble. Mais du coup, est-ce que vous pourriez un peu aborder cette question du tanin, d'ailleurs, d'abord des bardages qui sont en chêne, etc. Et ensuite de cette question de l'acidité et donc des ferrures, des points d'attention aussi bien sur les cloutages pour fixer les bardages que les récupérations d'eau, par exemple, sur le châtaignier, que sur les ferrures d'assemblage. Oui, ce que je disais, c'est pour les bardages, il a fallu fixer ces tanins par le mélange d'huile de lin et de térébenthine. Lui a bloqué tous ces tanins-là. Et après, le sujet, c'est quand même que tous les bois des portiques qui étaient en intérieur, donc pas exposés aux intempéries, il y avait seulement ceux des portiques du rez-de-chaussée. Et la problématique, c'était vraiment les pieds de poteau et les ferrures. C'est là où finalement l'acier inoxydable qui avait été prévu n'y était pas, et c'est quand même passé. Voilà ce que je peux dire sur ce projet-là. Du Cerf ou Manu Bois, vous pouvez rajouter quelque chose sur ces questions de corrosion? Alors, au niveau de la corrosion, pas forcément, si ce n'est qu'il y a des tableaux très bien faits sur les compatibilités entre les essences et les types d'alliage, donc ça, après, c'est assez simple à respecter. Par contre, sur les tanins, nous aussi, c'est quelque chose qu'on alerte. Souvent, quand on a la volonté de faire typiquement un bardage en R+1 et on a une solution crépi ou un autre produit au rez-de-chaussée, c'est vrai que souvent c'est la problématique parce qu'il y a des tanins des bardages supérieurs qui peuvent couler sur ceux inférieurs. Donc souvent, quand il y a des solutions avec des bois tanniques, c'est soit de faire des bardages vraiment sur toute la hauteur, ou alors vraiment anticiper le fait qu'il peut y avoir des coulures, ou anticiper ces produits avec des bloqueurs de tanins ou des solutions qui peuvent fonctionner autrement. Mais voilà, bien faire attention au fait d'avoir des bardages tanniques au-dessus d'autres solutions crépi ou d'autres solutions. C'est à anticiper. Oui, parce que le feuillu, c'est un bois qui a du tanin, contrairement au résineux, qui en a très très peu finalement. Donc c'est une des caractéristiques. Le hêtre n'a absolument pas de tanin, il est apte au contact alimentaire, si vous voulez. C'est super le hêtre. Non, mais en fait, mais après, on ne peut pas le mettre dehors.
Bah, justement, les tanins, c'est ce qui rend un bois durable aussi en extérieur. C'est ce qui le rend pas propre à être mangé par les petites bêtes. Juste, j'ai les 4 échantillons, s'il vous plaît, servez-vous, j'ai pas envie de leur emmener. Est-ce qu'il y a des questions spécifiques sur l'intervention de Roda, de Noélie? J'allais rajouter aussi que c'est un peu la protection qui le permet d'être à l'extérieur, mais aussi on peut l'utiliser un peu sur plusieurs endroits, quoi. Donc comme sur une île tropicale où c'est infernal. Des questions? Bon. En tout cas, merci beaucoup à vous toutes et tous pour cette présentation et montrer ce qu'on peut faire en feuillu. Merci beaucoup. Voilà, on peut faire de la belle architecture. J'ajoute une petite conclusion pour vous présenter les propositions d'accompagnement de FIBOA Île-de-France sur notamment l'aide qu'on peut vous apporter à construire avec la ressource locale et feuillue. On a l'exemple d'un maître d'ouvrage et d'un projet qui n'a pas été présenté ce soir, mais un maître d'ouvrage qui est Île-de-France Nature, qui est un propriétaire et gestionnaire forestier en Île-de-France sur les forêts franciliennes. Ils ont un projet de bureau de 400 mètres carrés, qui est un petit projet pour 10 personnes à Cormeilles en Parisis, donc c'est dans le 95. Et ils sont propriétaires de forêts, donc ils ont, au lieu de concevoir le projet et ensuite aller chercher les produits pour réaliser l'opération, ils partent de la ressource et conçoivent le projet à partir de la disponibilité de la ressource et des essences présentes. Donc là, en l'occurrence, on a du châtaignier et du chêne. Et donc, on les accompagne aux différentes étapes du projet, à chercher, à aller sourcer les acteurs qui peuvent intervenir, donc que ce soit le bureau de contrôle, l'AMO, le maître d'œuvre, les entreprises, les scieries. Et on va chercher dans d'autres régions des scieries, parce qu'en Île-de-France, on a une petite pénurie de scieries. Mais donc voilà, on va voir également d'autres régions, les régions Hauts-de-France, Normandie, dans le cadre de ce projet-là, qui sont limitrophes. Et voilà, donc je vous invite peut-être à en discuter à la suite de la conférence, à prendre un verre et voir si vous avez des besoins d'accompagnement sur des projets, ou si vous avez déjà des projets sur lesquels vous travaillez avec de la ressource locale, feuillue. Voilà, qu'on aurait plaisir à partager. Super. La prochaine conférence a lieu le 25 juin. C'est sur les façades ossature bois. Voilà, ici même. Et bon, j'espère que le mois de mai, là, il y a des gens qui sont en congé. Habituellement, on est quand même un petit peu plus nombreux, mais n'hésitez pas à vous inscrire, partager un peu. Et puis, vous voyez, on termine à 21h, c'est l'occasion de prendre un verre. Voilà, on a tenu les temps et voilà, on espère vous revoir. Et puis voilà, venez avec des gens de votre entourage aussi pour faire connaître ce cycle de conférences. Voilà, merci beaucoup.